Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau sponsor. Ce sont des jeunes entrepreneurs français qui font un boulot de dingue. Et on les a reçus il y a quelques mois sur le podcast. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de Nolio. C'est un vrai game changer dans le monde du coaching. Il s'agit d'une interface qui permet de connecter les athlètes avec leur coach. Tout votre plan d'entraînement est intégré dans l'application qui peut même vous pousser toutes les séances vers votre montre directement. Fini les fichiers Excel, fini les mails, fini les notes papier. Que vous soyez coach ou athlète, Nolio va vous changer la vie. Et si jamais vous n'avez pas encore de coach, pas de souci, vous pouvez vous y créer votre propre plan d'entraînement. Et cerise sur le gâteau, Nolio a sorti récemment une marketplace. Elle vous permet de trouver un coach directement sur la plateforme, que ce soit pour un plan d'entraînement sur une distance spécifique ou encore du coaching 100% sur mesure. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur www.nolio.io/marketplace. Et rien que pour les auditeurs du podcast Devenir Triathlète, ils offrent une réduction de 10% avec le code Devenir Triathlète, en un mot. Je vous donne donc rendez-vous sur nolio.io/marketplace. Et maintenant, place à l'épisode. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et nous sommes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, pour m'accompagner sur cet épisode, Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana, est à mes côtés. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et notre invité cette semaine est Monsieur Cyril Blanchard. Je mets bien le monsieur parce que tu es quand même bien connu dans le milieu. Donc je suis très heureux de te recevoir parmi nous aujourd'hui. Écoute, Armano, Olivier, je vous remercie pour votre accueil et puis bonjour à toute votre communauté de triathlètes. Bon, on a eu un peu de mal à commencer le meeting, pourtant tout devrait bien se passer, surtout que je vois que tu as un beau micro, donc tu es bien équipé comme il faut, mais maintenant c'est parti. Donc Cyril, on a une tradition dans ce podcast, c'est que les premières minutes, on les consacre évidemment, comme tout le reste de l'épisode, à notre invité, mais plus particulièrement ce moment-là, on lui demande de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Cyril Blanchard ? On veut juste ton CV sportif, hein, on veut pas forcément tout ton pédigré. Ouais, au niveau sportif, moi, ma rencontre avec le sport, c'était un petit peu pas par hasard, mais une nécessité, puisque je remonte loin, mais c'est juste pour comprendre un peu le processus qui m'a amené dans le dépassement de soi. C'est quand je suis né, en fait, j'avais un souffle au cœur, j'avais un problème cardiaque, et donc voilà, ma première rencontre avec l'univers, le monde, ça a été pas mal de problématiques. Donc j'avais des gros problèmes de souffle. Et donc par nécessité, on m'a très vite mis à la natation, voilà, pour apprendre à respirer et à gérer un peu mieux mon asthme. Voilà, donc ça c'était mes débuts avec le sport, ça a été la natation et puis voilà, je me suis très vite pris pour le triple effort. Enfin quand je dis vite, c'était à plus de 20 ans quand même, parce que j'avais un ami qui adorait ça et il m'a dit puisque tu cours un petit peu et que t'aimes nager, allez viens, on va s'inscrire au Racing Club de France. J'étais à Paris à l'époque et donc voilà, ça a commencé comme ça au Racing Club de France dans les années 90 avec Laurent Chopin. Et voilà, donc j'ai embrassé une petite carrière dans le monde du sport avec les meilleurs, mais moi j'ai jamais été parmi les meilleurs parce que c'était pas mon univers, le professionnalisme et puis j'avais pas non plus les capacités physiologiques. Donc par nécessité, là aussi, je me suis mis à travailler à côté, à avoir une vie entrepreneuriale et le sport a toujours été pour moi une passion, quelque chose en parallèle de ma vie professionnelle. Bon, tu l'as jamais poussé jusqu'au niveau d'athlète pro, on pourrait dire, mais enfin t'as quand même poussé le truc un peu loin. Loin si on parle d'efforts longs, mais en termes d'intensité et de résultats dans le monde du triathlon, si on prend, oui, mes débuts en tout cas, je faisais voilà du courte distance, les distances olympiques, et puis je suis très vite allé sur du long parce qu'en fait, déjà d'une, j'avais pas la caisse pour aller vite, et encore moins le gabarit, j'ai un tout petit entrejambe, voilà, donc c'est vrai que naturellement, je suis allé sur le long effort, et puis un peu par hasard, un autre copain quand je travaillais chez Decat à l'époque m'a dit tiens, je fais l'Ambraman, ça te dit pas? Et moi j'avais vu cette épreuve, c'était pour moi un mythe, l'épreuve un peu la plus dure au monde à l'époque, avait labellisé comme ça, et donc je m'étais dit tiens, pour je sais plus c'était quoi, pour l'année 2000 je crois, allez, allons-y, je vais me faire l'Ambraman, et c'était vraiment pour moi un accomplissement. Donc oui, si on parle de longueur, effectivement je me suis très vite mis des challenges pour faire du long, et puis voilà, après les Ironman sont enchaînés, l'ultra trail aussi à côté. J'ai une grande passion pour la montagne et l'outdoor, donc voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu entre d'un côté le triathlon et de l'autre côté les trails, mais toujours sur du long. Ouais. Du long et du très très long, mais on va y revenir.
Bon, alors ça me fait doucement rire quand même quand tu dis que t'avais pas forcément la caisse pour la vitesse. Plutôt pour le long, t'avais quand même la caisse pour la vitesse sur le long. Disons que t'avais certaines capacités physiologiques plus que d'autres sur du long, quoi, mais pas sur du court. Pas sur du court, non, vraiment, je m'en suis vraiment non pas, c'est pas mon plein fond de verre, c'est juste une réalité, hein. J'ai très vite fait des tests d'effort pour me rendre compte que ma VO2 max était relativement basse et que j'avais ni mes chances sur du court et ni l'envie. Et puis je le savais parce que je voyais bien sur la piste quand je faisais les entraînements sur la piste que j'étais complètement largué par à l'époque des Stéphane Poula, des Belaubre et compagnie. Et j'avais vraiment pas ma place à côté d'eux sur la piste, quoi. J'étais même dans le second groupe, quoi. Donc je me suis dit, bah écoute, moi je prenais plus du plaisir sur du long. Et voilà, quand j'étais gamin, en fait, ce que j'aimais toujours, c'était dépasser un petit peu les limites, mais aller plus haut, aller plus loin, et pas forcément aller plus vite. Et voilà, donc il y a ce problème peut-être cardiaque, mais aussi finalement ce patrimoine génétique, mon ADN qui m'a amené vers le long, quoi. Ouais, c'est vraiment des philosophies différentes. Encore ce matin, tu vois, je m'entraînais, je faisais du cross-training. Bon, c'est un truc où tu fais de l'enchaînement de trucs un peu plus cardio, puis musculation, enfin voilà. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait un petit jeune qui était vraiment au taquet et on était les deux premiers. Tu sais, il fallait faire un maximum de rounds. Et donc, et on était vraiment les deux plus ou moins à mi-chemin. On était à peu près égal. Et en fait, je me rendais compte que bah ouais, il était plus explosif. Mais sur la fin, je voyais qu'il commençait à fatiguer et c'est là où je me suis dit ah bah oui en fait c'est vrai que en fait je fais quand même un sport d'endurance, bah oui ça se tient et c'est là que tu vois quand même la différence. Et au début c'est difficile parce que les rapides bah ouais ils partent un peu vite, mais après si tu parviens à rester consistant et à bien gérer ta course, bah c'est là que tu rattrapes quoi. Ah ouais, moi dès que ça va un peu vite au démarrage, je suis vite en insuffisance respiratoire et j'ai vraiment besoin de ralentir le rythme. Tant pis si les autres partent. Par contre, après c'est vrai qu'en général, je suis souvent sur des deuxièmes tours plus rapides. Et voilà, alors on me dit souvent du coup, bah ouais, c'est le mental, etc. T'as cette capacité à pouvoir tenir plus longtemps. Non, enfin peut-être, mais c'est surtout qu'à la base, je sais que je ne peux pas aller trop vite, sinon je me crame trop vite. Donc soit au niveau acide lactique, soit au niveau souffle, et mon corps me dit très vite, baisse d'un cran, quoi. C'est que moi, j'ai toujours eu d'un autre côté cette nécessité pour le coup de faire du cardio training, de faire de l'intensité, bah pour quand même améliorer ma vitesse, ma VMA, etc. Mais pour le coup, pour répondre à ce que tu disais, Olivier, ouais, moi, c'est une souffrance de faire ça, quoi. C'est vraiment sortir de ma zone de confort, c'est là, quoi, hein. Ouais, je comprends tout à fait. Et d'une certaine manière, en fait, au plus tu fais du long, au plus t'arrives dans le sport des sages, on pourrait dire. Ouais, je sais pas. Vu mon parcours, je sais pas si on peut qualifier les choses comme ça, mais bon. Ouais, d'accord. Ok. Bah, le sage sur le moment même. Après, c'est vrai qu'il y a un moment où t'arrives dans quelque chose qui est peut-être plus très qui sort peut-être un peu du rationnel, quoi, quand t'es vraiment dans des efforts très très longs. Bon, on va y revenir, mais voilà. Ok. Et tes débuts, du coup, bah tiens, l'Ambraman, revenons un petit peu dessus. C'était comment? Parce que c'est vrai que c'est une course mythique. C'est depuis quelle année? C'est quoi? C'est les années 80, l'Ambraman? Bah, les Non, premiers, je je me saurais souviens plus dire plus. exactement, hein, c'est les années 80, 80, peut-être plutôt 90, les premiers. Et 90. moi, je me suis mis dedans pour l'an 2000, je crois, ou 99, j'ai un Ok. doute sur la date précise. Mais là, pour le coup, moi, c'était une sorte de summum, tu vois, d'accomplissement de faire cet Ambraman et j'avais 26 ans. Donc, ouais, c'était en 2000. Et Et en c'est fait, jeune finalement. bah, c'est à l'époque, oui, à l'époque, ouais, parce qu'il y avait Enfin, vraiment pour faire une distance comme ça, ouais. Ouais. ouais, il y avait une sorte de pensée globale, générale, qui se disait plus t'es vieux, plus tu fais du long, plus tu es jeune, plus tu vas vite. Et ce qui était à peu près vrai jusque dans les années 2007, 8, tu vois, il y a un certain Kylian Jornet qui est arrivé. Alors, lui, il a cassé les codes dans le monde du trail, mais dans le triathlon, on voyait un peu les mêmes choses avec des Mark Allen, etc., qui avaient une certaine maturité sur du triple effort, sur l'Ironman. Et puis, bah, après, on a vu quand même des gars plus jeunes arriver et casser un petit peu cette fausse croyance, quoi, que finalement, il n'y a pas d'âge pour faire du court, du long, c'est plus des capacités physiologiques. Et puis surtout, au-delà des capacités physiologiques, bah, c'est les entraînements, hein. Si tu t'entraînes de façon à pouvoir être plus rapide ou plus sur de l'endurance, un diesel comme moi, bah forcément tu vas travailler là-dessus et puis tu auras les résultats que tu as à hauteur de tes entraînements, hein. Est-ce que c'est vraiment une fausse croyance ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même un fond de vérité?
Je pense qu'il y a toujours un fond de vérité, mais il y a toujours un mec pour casser les croyances. Et moi, par exemple, sur le 100 mètres, quand tu vois un Usain Bolt qui arrive, tu te dis, bon sang, que c'est juste improbable de voir un mec courir, un, aussi vite, et deux, avec ce gabarit-là. Voilà, pour prendre que cet exemple-là qui me vient à l'esprit. Mais il y a toujours, en fait, dans le monde du trail, bah, quand Kylian Jornet arrive, il casse complètement les idées reçues. Tu vois, avant, c'était Marco Olmo, le papy, qui était là, qui gagnait l'UTMB, avec Christophe Jacquot, avec Dawa Sharpa, des gars qui avaient bien 40 ans bien tassés. Et puis d'un seul coup, tu as le petit genou qui arrive et qui casse tous les codes. Donc moi j'aime ça en tout cas. Personnellement, j'aime l'idée de casser des barrières, j'aime l'idée de casser des croyances et de sortir un petit peu du cadre, out of the box. Et quand tu as des énergumènes qui arrivent comme ça et qui cassent un petit peu les codes, moi j'aime bien quoi. Donc après l'Ambraman, alors moi je l'ai fait, j'avais un vélo à 2 balles, j'avais du matos à 2 balles et j'ai fait à l'époque un temps qui était tout à fait honorable, 14h30. Voilà, et puis après je m'étais dit je vais m'améliorer, mais en fait non. Je l'ai fait longtemps après, parce que ce qui s'est passé après l'Ambraman, j'allais dire l'Enduroman, non, l'Ambraman, et ben en fait j'ai eu tout simplement une sorte de burn-out parce que j'avais à 26 ans un petit peu réussi dans ma carrière pro. Déjà j'avais atteint pas mal d'objectifs, familial aussi, et pro et sportif, bah, j'avais une sorte d'aboutissement, et donc derrière bah, c'était compliqué. Donc moi c'est ça, je suis très attentif dans les gens que j'accompagne pour leur dire t'as un objectif, ok. Une fois qu'il est atteint, l'idée, c'est pas de se dire qu'est-ce que tu feras après, mais de se dire que il y a toujours quand même quelque chose qui est plus fort, plus important que d'atteindre un objectif sportif. Parce que quand on l'atteint, après, derrière, il y a une sorte, voilà, il y a une sorte de chute. Dans le monde du sport professionnel, quand on arrive en fin de carrière, on appelait ça avant la petite mort du sportif. Et du coup, moi, je lutte un petit peu là aussi, bah, pour le coup, contre cette fausse croyance que après le sport, il y a toujours quelque chose. Ça reste que du sport dont on parle. Ouais, et c'est hyper vrai ce que tu dis. C'est ce que nous racontait aussi Marie Leleu qui était sur le podcast il y a pas très longtemps. Et qui nous racontait aussi Enduroman à 26 ans. Et en fait, elle avait terminé l'Enduroman. Et c'était quoi c'était quoi le next step? Bah, elle n'en avait pas vraiment parce que c'est vrai qu'au-delà de l'Enduroman, bon, ça devient compliqué de faire plus, quoi. Et donc, ouais, elle avait un peu cette sensation de, tu vois, ce côté un peu, cette petite dépression de se dire tu vois, post-accomplissement, là où tu te dirais, bah non, en fait, tu dois être hyper fier, hyper content et tout. Et en même temps, mais je comprends tout à fait. Hein. Moi, je l'ai eu à moindre échelle sur peut-être des courses plus comment dire, plus humbles. Mais c'est vrai que ouais, tu prépares un objectif pendant longtemps, tu arrives, tu le fais. Ok, t'es content, mais so what, quoi. Et c'est quoi le truc suivant? Et c'est pour ça aussi, je pense que souvent, on dit, bah, en fait, j'ai fait ma course, et du coup, sur le moment même, bon, j'étais un peu cassé, mais le lendemain, je me suis inscrit à une autre course. Parce que souvent, tu te dis, bah, ok, c'est bon, la box, enfin, tu vois, elle est remplie, et bon, bah, maintenant, il me faut un nouveau truc, quoi. Il me faut un nouvel objectif. Si j'ai pas Ouais, un alors nouvel objectif, j'ai un. c'est une stratégie comme une autre de pouvoir toujours avoir ce côté un petit peu le plus derrière autre chose, quelque chose pour se réinventer, et c'est très bien, c'est très noble. Hein. Et à un moment donné aussi, moi j'ai souvent eu cette phrase aussi de ma mère un peu choc qui me disait mais t'en as jamais assez, il faut que tu te prouves encore quelque chose, Ah ouais, non, toujours plus. mais moi, Et c'est pareil. moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est trouver aussi, en tout cas, quand j'accompagne des personnes, c'est être capable de se dire qu'est-ce que je fais à côté du sport. Et en fait, quand on travaille sur des planifications d'entraînement, c'est avoir du temps pour du sport, mais aussi avoir du temps pour le reste et d'avoir même des moments no sport, quoi, en fait, penser à autre chose. Pour justement donner du sens à ce qu'on fait, avoir vraiment des bonnes raisons qui nous amènent sur ce défi sportif, quel qu'il soit, que ce soit un 10 km, un marathon, un semi, peu importe la distance, un Ironman, un ultra trail, d'avoir toujours cette possibilité derrière de rebond parce qu'il y a la vie familiale et si les gens qui sont autour du sportif se disent mais en fait il fait une déprime parce qu'il a fait son sport, c'est juste un peu dommage qu'il n'ait pas d'autre chose à côté et en gros c'est un peu égocentrique cette histoire-là. Donc voilà, c'est super, c'est hyper inspirant d'avoir des sportifs qui se réalisent, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un truc, une dimension encore au-dessus qui peut permettre aux sportifs d'avoir un message qui peut impacter aussi les personnes autour d'elles de façon positive, quoi, au-delà du sport. Ouais, ouais, ouais. Ben, ma maman, ce qu'elle me dit, c'est à chaque fois, c'est tu t'arrêteras où, tu vois? Ouais, bah c'est ça, c'est un peu ça. Ouais, tu t'arrêteras où, et puis quoi, et, euh, et en même temps, comme tu dis, et là, je te rejoins complètement, c'est que tu peux avoir un autre objectif de faire encore mieux, encore plus long, encore voilà, mais tu peux aussi très bien te dire, bah, en fait, je vais un peu lever le pied. Mon objectif, ça va être de me concentrer sur ma famille, sur, tu vois,
mon bien-être sur le voyage, sur plein d'autres choses qui peuvent en fait apporter énormément. Mais c'est juste, voilà, moi j'ai besoin de rester dans cette, tu vois, dans cette optique où je me dis, j'ai besoin de garder des objectifs, mais les objectifs sont pas forcément sportifs, tu vois. Ça peut devenir un objectif professionnel, un objectif, je sais pas, social ou d'impact, tu vois. Ça peut être n'importe quoi, mais moi j'ai besoin de ça en tout cas, c'est de me mettre d'autres objectifs, mais peut-être dans d'autres domaines, quoi. Bon, je pense que nos auditeurs sont bien conscients de ça, plus ou moins d'ailleurs, parce que c'est vrai que des fois le sport nous amène à avoir un peu des œillères et à être un peu trop focus sur notre objectif et à oublier un petit peu tout ce qui gravite autour de nous. Donc après, forcément, si on n'est pas concentré sur l'objectif, on risque de pas l'atteindre et d'être un peu déçu. Et si d'un autre côté, l'inverse aussi peut être aussi une sorte de mauvais équilibrage en tout cas. Donc moi j'aime bien en tout cas cette notion et c'est ce qui m'a à peu près accompagné dans le sport. Et c'est pour ça que j'ai fait du triathlon et je pense que les triathlètes s'y reconnaîtront. Finalement, dans un seul sport, on peut s'ennuyer. On peut avoir une routine, on peut avoir aussi être trop focus sur un truc et le fait d'avoir les trois sports, ça met un peu de diversité, ça me permet d'avoir tout trouvé une forme d'équilibre musculaire, mental, cérébral, émotionnel. Et donc voilà, c'est ce qui fait peut-être la richesse aussi de ce sport qui est quand même un petit peu un sport vu de l'extérieur, hein, faut pas l'oublier. On peut apparaître pour des gens sur une autre planète avec tout le matos qu'on a, le côté psychorigide de rien oublier. Et puis après, les entraînements quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'entraînements quand on fait du triathlon. Le triathlète est quand même souvent vu comme un peu geek sur les bords, quoi. En plus. Ok, et tu parlais de matériel. Si on revient sur Embrun, c'était comment parce qu'aujourd'hui, on a eu Léon Chevalier par exemple, qui a explosé les records là sur Embrunman récemment, qui était sur le podcast. Tu regardes alors. Bon, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que dans le top 10, ou en tout cas, peut-être les 5 premiers, tu avais quand même, je pense qu'ils étaient quasiment tous sur des roues pleines. C'est quand même dingue. Enfin, moi, personnellement, je ne me ferais jamais le col de l'Isoire avec une roue pleine, ou alors c'est que j'ai encore beaucoup de travail à faire. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Il y avait, mais c'était pas les. Il y avait les 3 bâtons. Aujourd'hui, quoi. C'est pas le même matos, les mêmes composants, tu vois, donc on pouvait pas comparer. Mais je pense qu'il faut, de toute façon, dans la performance, il y a évidemment l'athlète, sa préparation, 2, son environnement. Donc être à l'écoute de l'environnement, et l'environnement, ça va être le vent, ça va être tout un tas de facteurs en fait, et du coup, ton matériel va être adapté en fonction de toi. Parce que tu es capable, comme tu dis, moi je peux emmener dans des roues lenticulaires où d'autres ne peuvent pas. Mais s'il y a du vent, évidemment, ça sert à rien de mettre des roues lenticulaires. Et là, pour le coup, sur l'Embraman cette année, il y avait sans doute, j'ai pas trop surveillé, mais j'ai vu les résultats. J'ai pas regardé les conditions météo, mais globalement, je crois qu'elles étaient assez bonnes et pas trop de vent. Donc, s'il y avait eu du vent, peut-être qu'on n'aurait pas eu dans les 5 premiers. Déjà d'une, on n'aurait peut-être pas eu ces chronos-là, et de 2, on n'aurait pas eu non plus le même type de matos pour cette épreuve. Donc, c'est vrai que sur du très court, on peut comprendre que le matériel a une place extrêmement importante. Sur du long, avant, disons, on s'en fout finalement parce que on n'est pas à 1 seconde, 3 secondes, 1 minute, 10 minutes près. Mais on voit bien maintenant qu'on a franchi encore un cap dans le long, en tout cas pour parler que d'Ironman, et que tous les paramètres sont importants. Alors, je ne vais même pas parler d'alimentation, de sommeil, de gestion du stress, etc. Mais effectivement, tous les paramètres deviennent importants si on veut être comme à Hawaï cette année. On a un Français qui fait 2e, voilà, et qui pour le coup, lui, a intégré aussi tous les paramètres pour être là, prêt au bon moment et créer la surprise, quoi. Ouais. Coucou à Sam Laidlow qui nous écoute peut-être, qui est passé sur le podcast il y a à peu près 1 an. Quand on parlait justement, tu vois, des jeunes qui cassaient les mythes, là pour le coup, c'est le cas. Alors je sais pas quel âge a Sam exactement là maintenant, mais je crois qu'il avait 23 l'année passée, il doit en avoir 24 maintenant. C'est quand même dingue, quoi. Enfin, il y a quelques années, on se serait jamais dit qu'un petit jeune de 24 ans allait faire un podium à Hawaï. Si. Ah ouais, non, c'est fou. Moi, je trouve ça génial perso. J'ai toujours une grande attention sur la jeunesse parce que souvent on dit il faut de la maturité, il faut de l'expérience, etc. Mais souvent quand on est jeune et qu'on arrive là, ça fait pas être troublant, mais c'est qu'il y a des codes qui ont été un peu cassés. On a osé faire des nouvelles choses et moi c'est ce que j'aime, c'est pouvoir montrer qu'on est capable de faire des choses un peu différentes et en ayant des résultats qui sont alors premièrement des résultats qui sont bons, mais surtout qui sont durables. Et moi je reviens un peu sur Jornet, mais parce que ce mec-là quand même ça fait plus de 10 ans, même bientôt
95 qu'il a mis une empreinte dans le monde du trail, et c'était pas juste une comète qui passe, quoi. Donc ça, je trouve ça absolument remarquable, un mec qui casse les codes et qui dure, quoi. Et donc pour ça, effectivement, il y a quand même toute une préparation, c'est assez millimétré quand même, et sur du très très long. Au-delà de l'Ironman, on arrive sur les mêmes paramètres. On regarde pas que le bonhomme et sa capacité physiologique. On va regarder effectivement le matos maintenant pour améliorer encore des minutes, voire des heures, hein, encore sur du très très long. Toute la préparation nutritionnelle, la préparation mentale, la préparation sommeil, etc. Donc tout compte en fait aujourd'hui. Moi, je mets juste un petit point de vigilance quand même, c'est sur le matos. Parce qu'en fait, quand je prépare quand je prépare des personnes, alors le marketing est super puissant dans cet univers qu'est le triathlon. Et forcément, quand on se met au triathlon, la première chose à laquelle on pense, c'est pas forcément à s'entraîner, c'est pas forcément à bien se nourrir, etc. C'est d'avoir le bon matos, quoi. Et qu'on ait des moyens ou pas, c'est pas une question de moyens. Donc, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat. Je pense que quand même, le matos, évidemment, va permettre de grappiller des secondes, peut-être des minutes sur un Ironman, mais attention, il faut quand même raison garder, hein, le facteur numéro un qui fait que les mecs sont au top niveau, c'est pas la roue lenticulaire, hein, c'est tout ce qu'ils ont fait à côté du matos. Hein. Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. C'est des gains marginaux que tu vas venir récupérer à partir du moment où tu peux vraiment plus rien faire physiquement, on va dire. Mais ouais, non, je suis bien d'accord. Et c'est vrai que bon, parfois, on voit des athlètes qui clairement ont peut-être quelques kilos en trop, tu vois, mais qui ont quand même acheté un vélo à 15 000 balles, tu vois, et qui se disent, au plus je vais mettre d'argent dans mon vélo, au plus je vais aller vite. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais bon, commence déjà par peut-être voir un peu ce qu'il y a dans ton assiette ou aller t'entraîner un petit peu plus, tu vois, et je crois que ça t'aidera. Mais bon, voilà. Bon, après, voilà, le triathlon, comme beaucoup de sports, il y a un aspect plaisir aussi. Donc, on peut comprendre qu'on investit dans du bon matos parce qu'on veut se faire plaisir s'il n'y a pas la notion de performance. En revanche, voilà, si tu as une notion de performance, là, moi j'ai appris très tardivement. J'étais mais d'une connerie absolue, moi, quand j'ai eu 30 ans, jusqu'à 40 presque. Hein. C'est qu'en fait, j'investissais très peu sur moi. Justement, sur tout ce qui est entraînement invisible. Entraînement invisible, alors évidemment, il y a la préparation normale, l'athlétique, mais à côté de ça, la préparation nutrition, le sommeil, la gestion du stress, etc. Faire du yoga, des respirations, c'était vraiment des domaines qui, moi, me passaient complètement au-dessus de la tête et mal m'en a pris, hein, parce que c'est ce qui m'a amené au casse-pipe, avoir des accidents, des blessures, etc. Donc, c'est vrai qu'on a malheureusement le marketing qui a une force de frappe qui est tellement puissante sur nous qu'en fait, la première chose qu'on va faire quand on démarre un sport, quel qu'il soit, souvent, c'est d'investir dans le matos. C'est pas une mauvaise chose, mais par contre, pour moi, avec du recul, alors c'est un vieux qui parle, effectivement, monsieur Cyril Blanchard, 48 ans, c'est un vieux con, hein, mais voilà, c'est vrai que aujourd'hui, l'histoire ou le vécu m'a montré que j'ai eu voilà, j'ai pas eu des bons réflexes souvent dans le sport, et c'est que tardivement que j'ai investi sur moi. Et à partir du moment où j'ai investi sur moi, à m'entourer de bonnes personnes qui m'ont appris justement ce que c'est que l'entraînement invisible, là pour le coup, j'ai franchi des caps que j'aurais pas imaginé avant, quoi. Ouais. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, donc t'avais ta petite mort du sportif, hein, t'as fait ton burn-out post-Ambraman à 26 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc bon, t'avais ce côté un peu, ok, c'était le but ultime, je l'ai fait. Et puis quoi? Il s'est passé quoi? Ouais, c'est un vide en fait. Hein. C'est un peu ce vide là où tu dis finalement qu'est-ce que je peux faire maintenant et puis une quête de sens en fait. Hein. C'est non seulement il y a un peu le vide, qu'est-ce que je vais faire maintenant, mais surtout voilà et pourquoi faire des choses. Et en fait, il y avait plus le goût à m'entraîner, plus le goût à faire des efforts. Je me suis mis un peu à faire des marathons comme ça, à me trouver un truc, tiens, faire moins de 3 heures. Et puis quand je l'ai fait, après oui, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait. Voilà. Puis c'est la jeunesse. Hein. Je pense qu'on doit passer par ces étapes là je pense que c'est la vie de tout à chacun. À un moment donné, il y a des creux, il y a voire même des régressions. C'est ce que soit on va être après sur une période d'un peu de plateau de verre et puis ça stagne et puis voilà, la vie est ainsi faite et c'est comme ça et puis on cherche pas de sens. Ou alors après, on va retrouver des convictions, du sens, des rencontres, des personnes qui vont vous apporter un œil neuf. Et puis là, pour le coup, c'est un peu une renaissance. Et puis voilà, faut accepter cette idée que la vie n'est pas un long un long fleuve tranquille et qu'il y a souvent des accidents de parcours. Et c'est souvent pendant ces accidents-là qu'on apprend beaucoup de choses, quoi. Hein. C'est de là qu'on va tirer des enseignements. Donc moi, le sport, pour moi, c'est souvent l'école de la résilience, hein, comme on dit. Des fois, tu te plantes, des fois, tu réussis. Puis quand tu réussis derrière, il y a un petit peu le creux de la vague, quoi. Mais tout ça nous fait grandir, en tout cas. Donc moi, j'aime beaucoup cette école de la vie. Elle m'a énormément apporté. Donc je remercie mon sport, le triathlon, pour ça, évidemment. Et à ce moment-là, du coup, tu t'es tourné vers quoi? Tu t'es retourné vers ta carrière
pro, enfin en tant que pas sportive, hein, mais Alors pro, familial déjà je sais parce pas, que ouais, familial déjà parce que quand tu as des enfants voilà faut remettre aussi un petit peu les priorités au cœur d'une vie hein, et souvent les enfants etc c'est quand même du sens, c'est des responsabilités. Donc moi c'est une période de ma vie aussi où ça tombe bien puisque je dois moi, mes enfants grandissent et le sport doit prendre une place un peu t'as moins eu tes imposante. enfants après l'Ambraman Alors non, 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 en plus, moi, ou c'était déjà ils avant? étaient jeunes, mais j'ai eu des enfants à 24 Ok, et 24 et 25 ans. Donc, tu vois, d'accord, l'Embraman est ok. arrivé un petit peu après. Donc, voilà, à un moment donné, tu consacres du temps à tes enfants. Et puis, voilà, tu remets un petit peu tes priorités en place. Voilà. Et puis, bon, du coup, je me suis limité, entre guillemets, au marathon pour être plus présent à la maison. Et puis aussi, redonner aussi un petit peu d'envergure à mon boulot. Et pour le coup, je changeais d'entreprise à cette époque-là. Donc, voilà. Donc, après, je pense qu'il y a la crise, il y a des crises hein, dans la vie. Donc, moi, c'était à 30, à 26 ans, puis après à 33 ans, puis après à 40. Voilà, donc voilà, on va pas vous mentir. Hein, moi, c'est comme ça. Ma vie a été faite d'échecs parfois, de rebonds en tout cas, surtout de résilience. Et après, moi, les anecdotes, c'est que je reviens quand même dans le monde de l'ultra entre guillemets, avec des ultra trails, avec à nouveau des Ironman. Pourquoi? Parce que ça me fait voyager, ça me fait découvrir des gens, ça me fait découvrir de nouveaux environnements. Et ça, c'est ce qui me plaît dans la vie, c'est d'aller sur d'autres terrains de jeu. Donc voilà, le triathlon n'est qu'un prétexte comme les ultras. Donc quand c'est à la montagne, il y a l'UTMB par exemple, pour nommer la moins connue des épreuves d'ultra trail. Et puis les Ironman, c'est un peu aller en Allemagne, du côté de Roth, aller à Lanzarote, etc., etc. Donc voyager un petit peu. Donc voilà, moi j'ai mes années 30 ans, ça a été surtout ça, du voyage, des rencontres, et puis toujours du déplacement avec le triathlon et le trail. Ok. Et ta crise de 33 ans, du coup, c'était quoi? La crise de 33 ans, un divorce. Ah, ok, bon, ok, ça fait partie Et effectivement. voilà, donc un divorce et puis après voilà, rechercher une quête de sens voilà au niveau affectif, retrouver un équilibre voilà et puis finalement c'est à nouveau une renaissance parce que voilà la personne avec qui je me remets en ménage quelques mois après, c'est une personne qui comprend pour le coup mes passions et qui me remet dans cette dynamique de réalisation, fais-toi plaisir, si c'est ta vie le sport, je te prends comme t'es et plutôt que de te reprocher de partir, ma foi, je vais aussi me greffer à ce projet-là parce que ce sont des beaux projets, c'est des rencontres, des belles personnes. Et donc voilà, moi ma vie, voilà, quand j'ai à 40 ans, pour le coup, je me rallie sur une autre épreuve, l'enduroman. On va peut-être en parler un tout petit peu, mais en fait, cette épreuve-là, si je vais sur ce terrain de jeu-là, un truc du pur dépassement, c'est parce que j'ai quelqu'un dans ma vie à côté de moi qui comprend ça, qui adhère un petit peu à cette philosophie de dépassement, qui juge pas et qui du coup m'accompagne quoi, me laisse faire de façon assez naïve parce que Laurence pour le coup le triathlon elle comprend rien au triathlon, c'est trop compliqué quoi, tu tires, tu fais du ski, il a fallu un an pour qu'elle comprenne vraiment ce que c'était que le triathlon, c'est fou, c'était dingue quand j'expliquais à Laurence le triathlon, tu sais c'est un nager, deux pédaler, trois courir, j'ai dû lui dire 50 fois pour qu'elle le comprenne, elle comprenait pas, c'était vraiment, elle était pas câblée sur ce truc là, ouais ok, et c'était très abstrait, c'est devenu très concret le jour où elle est venue sur le premier triathlon quoi, qui était lequel d'ailleurs, alors non, la première épreuve, pour raconter une petite anecdote, en fait, où elle a eu le déclic de ce que je faisais, c'est quand j'ai fait l'UTMB. Parce en 2007, je participe à l'UTMB et juste avant, j'avais fait Roth. Roth, elle était pas venue, donc elle n'avait toujours pas compris à cette époque-là ce que c'était que le triathlon, encore moins un Ironman. Elle dit, ouais, il doit nager un petit peu, enfin voilà. Et puis, j'aurais pu lui dire que je faisais 5 heures, 10 heures, 15 heures d'effort. Pour elle, c'est pas rationnel, quoi. Et quand elle vient sur l'UTMB et qu'elle voit l'environnement, l'univers, les gens, cette ferveur à Chamonix, 2007, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui, hein, pourtant. Mais voilà, il y avait quand même cette ferveur, cette sorte d'énergie. Et puis surtout, 30 heures, 40 heures d'effort. Elle a dit, putain, ils dorment pas. Et comment ils sont fous, ces gens-là? Donc, elle comprend vraiment la notion de dépassement et de réalisation aussi. Et puis de rencontre et de partage, parce qu'il y a vraiment cette alchimie entre les athlètes, hein. Enfin, les athlètes, oui, je pense qu'on est tous des athlètes, peu importe le niveau de toute façon. Et là, elle voit vraiment ce côté partage, échange, et voilà, elle se rend compte ce que c'est que le triathlon, quoi. Et là, elle me dit, vas-y, éclate-toi là-dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Je vois ce côté un peu irrationnel. Enfin, les gens qui sont pas dans le triathlon, en tout cas qui sont pas dans les sports d'endurance, en fait, ils comprennent pas. Enfin, tu vois, tu leur dis, je vais courir 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures. Pour eux, c'est beaucoup, en fait, tu vois, c'est beaucoup, 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 mais, mais je veux dire, ça reste en fait, tu vois, ils mettent tout ça dans une case, beaucoup, ou trop, Trop. et en Ouais. fait, voilà, c'est ça, et il faut pas forcément la distinction, donc c'est vrai que c'est pas mal de se familiariser aussi avec ça. Ça fait un petit peu partie des choses de la vie. En fait, souvent on dit, il faut le vivre pour le ressentir, même pas Ouais, pour le comprendre. c'est ça.
tu peux bien comprendre des choses dans ta tête de façon rationnelle, mais en fait, on a deux cerveaux. On a l'hémisphère gauche qui est assez rationnel. Et pour le coup, quand tu parles de triathlon, d'Ironman, etc., bah là, ça se déconnecte. Et du coup, tu peux pas comprendre. Donc, c'est de l'autre côté, c'est le cerveau un petit peu plus imaginaire, voilà, qui lui, pour le coup, a pour besoin de se câbler. Je dis pas de comprendre, pour se câbler, a besoin de ressentir, d'être dans le truc, quoi. C'est Donc voilà, ça. il y a des événements, faut y être pour les ressentir. Et puis, tu peux pas les comprendre comme ça sur un bouquin ou sur un podcast ou que sais-je, quoi. Écoute, on fera écouter cet épisode à nos mamans respectives parce qu'il faudra qu'elles comprennent justement qu'il voilà, il faut le vivre pour qu'elles nous comprennent. Alors peut-être juste un truc Euh, pour les mamans et peut-être pour les conjoints ou conjointeux aussi qui comprennent pas. L'idée c'est pas de comprendre, ni d'y aller voir, etc. Non, moi ce que j'ai envie de dire c'est en fait il y a des sports comme ça et peut-être tous les sports finalement, il faut les ressentir. Et pour ressentir, bah, c'est dans l'émotion. Et quand tu vois le triathlon, bah en fait finalement, et là écoutez bien mesdames et messieurs ceux qui font pas du triathlon, euh, si vous voulez être dans la compréhension de la personne qui adore le triathlon, allez juste sur une ligne d'arrivée, allez juste sur un départ, et vous allez ressentir cette énergie sur un Ironman, l'énergie qu'il y a dans tous ces gars-là, tous ces filles-là qui sont là. Et il y a un truc juste incroyable à saisir. Si vous n'y êtes pas, vous le ressentirez jamais. Alors, je parle même pas de la photo de finish avec le bébé dans les bras, etc. Cette émotion, cette boule de relâchement incroyable. Et quand tu vois ça, bah, en fait, ça te fait des frissons partout. Enfin, moi, de le dire, j'en ai des frissons. Ça fout les larmes aux yeux, quoi. Et là, pour le coup, quand tu vis ça, tu dis, ouais, je comprends pas ce qu'ils font toujours, mais c'est quand même beau, quoi. ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi et je pense que clairement le fait d'assister à cette espèce Hmm. ouais, de moment un peu magique en fait où Ouais, bah, c'est l'accomplissement de quelque chose quoi. exactement. Surtout quand il y a eu des mois, des années de préparation, tu vois derrière. Hmm. C'est vrai que c'est quelque chose quoi. C'est des moments qu'on n'oublie jamais quoi. Ouais. Donc Et puis, même pour ceux qui accompagnent en fait, ouais. c'est Et pour incroyable. les néophytes, les novices qui se disent, mais de quoi on parle là? Il faut faire un Ironman pour ressentir ça. Non, moi, je me rappelle de mon premier 10 kilomètres. Mon premier 10 kilomètres, mais je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. J'avais, je sais pas, 18 ans, et j'ai ressenti un truc incroyable, quoi, à l'arrivée. Et si mon père, ma mère m'avaient vu à ce moment-là, ils auraient dit, mais c'est quoi ce dépassement? Il s'est mis à vomir à l'arrivée, il a fait une hypoglycémie, mais c'est une souffrance. Et moi, j'étais dans un état, mais c'est trop bien, quoi. J'ai réussi à faire mon 10 kilomètres, tous ces entraînements, etc. Je suis trop fier de moi. C'est une sorte d'accomplissement. Donc, faut pas faire un Ironman pour ressentir cet état-là, quoi. Ouais, je suis d'accord, bien sûr. C'est clair. Et comme tu disais, les partenaires, je pense qu'on pourrait écrire un bouquin là-dessus, hein, mais c'est tellement important d'avoir des gens qui nous soutiennent. Ouais. On en parlait aussi dans le livre, justement, Devenir triathlète, dans le chapitre sur l'organisation, la gestion du temps. Une des Mm. premières choses, la première chose en fait à faire, c'est ce que j'appelle le consensus familial. Mm. C'est de mettre tout le monde autour de la table et de dire bah écoutez voilà ça c'est mon objectif, ça c'est mon rêve, c'est le truc que je veux faire. Mm. Je vais avoir besoin de vous. Est-ce que vous Mm. enfin voilà est-ce que vous êtes in quoi? Ouais, je suis Est-ce que carrément vous êtes d'accord avec avec moi? toi. Est-ce que j'ai votre support? Est-ce que j'ai votre soutien? Mm. Ça va être des sacrifices. Voilà ce que ça va donner. Et comment est-ce qu'on s'arrange aussi? Tu vois, on négocie. Mm. Ok, bah, le samedi, je serai là. Par contre, le dimanche, comptez pas trop sur moi. De 6h à midi, je m'entraînerai, j'aurai mes sorties Mm. longues. Ça va durer X mois, etc. Et voilà, et vraiment d'être dans le consensus, quoi. Juste d'avoir un accord tous ensemble autour de ça. Et une fois qu'on a ça, bah déjà, c'est déjà des très bonnes bases. Et après, c'est vrai que si on peut embarquer aussi nos proches dans l'aventure avec ouais, les faire venir sur des lignes d'arrivée, par exemple, ça se joue énormément. Bien sûr, Mais si tu voilà. peux le faire par l'inverse, hein. Si à l'inverse, tu n'as pas cet accompagnement, bah, qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a pas mal de frustration, de déception, de blessures, Bien sûr. etc. Et là, pour le coup, c'est vrai que dans le monde du trail, du triathlon, on voit souvent des gens qui sont un petit peu dans la souffrance, qui se dépassent, mais dans la souffrance, qui se font mal. Et si tu regardes bien par rapport à ce que tu dis, souvent le projet il n'est pas bien clair autour de la personne, quoi. Et du coup, il y a une sorte de distension entre l'athlète et son environnement. Et ces déséquilibres-là, bah, fatalement, ils vont se ressentir dans la tête. Et comment bah, des déséquilibres, bah, ça va être des blessures, etc. Ou alors, psychologiquement, des choses qui peuvent être un petit peu, bah voilà, je suis un peu chafouin par moment, je suis un peu énervé, un peu agacé parce qu'il y a un déséquilibre dans la psychologie d'aborder son épreuve. Voilà. Et moi, voilà, j'aime bien cette idée aussi de la psychologie du coureur, sans être un psychologue. J'aime pas trop l'idée d'avoir un psychologue personnellement, mais ça n'engage que moi. Par contre, de comprendre pourquoi on fait les choses, d'avoir une psychologie par rapport à ce qu'on fait, d'avoir des raisons, une raison d'être, une raison de réalisation. Voilà. Et pour le coup, quand tu as les gens qui sont autour de toi et qui sont dans cette dynamique, bah là, c'est un effet booster incroyable, quoi. Ouais.
Ouais, parce que je pense que c'est quelque chose qui va faire écho hein, chez pas mal de gens qui nous écoutent. Le nombre de disputes, de divorces, de séparations, parce que bah il y en a un qui fait du sport et l'autre comprend pas trop. Et ben non, reste à la maison. Donc non, non, je peux tout à fait comprendre, mais voilà, ça doit être c'est un deal à passer quoi. Ouais, Il faut alors, qu'on trouve un deal faut, ensemble et voilà. ouais, malheureusement, je veux dire, va être peut-être un peu violent pour certains ou certaines, mais en fait, le triathlon, finalement, c'est un sport qui est assez exigeant et du coup, qui amène à se poser des vraies questions, quoi. Donc, pourquoi je le fais? Et si je le fais, j'ai vraiment envie de le faire, il faut que je sois clair avec moi-même. Donc, en fait, c'est un engagement vis-à-vis de soi. Et le triathlon, c'est vrai que ce sont des gens, globalement, qui sont assez jusqu'au boutiste. À partir du moment où ils vont là-dedans, bah, il y a des concessions derrière qui se font. Parce que moi, ce que je veux faire pour moi, ma réalisation, c'est non négociable. Bah, du coup, ça amène à des prises de décision familiales, professionnelles, qui sont parfois, bah, qui peuvent être un petit peu extrêmes, mais voilà, moi, le point de départ d'une vie bien faite dans l'existence, on arrive sur Terre, c'est pour se réaliser soi-même. C'est peut-être égoïste de dire ça comme ça, mais globalement, on est dans cette recherche de réalisation personnelle. Et si après, par rapport à ça, on arrive à trouver un équilibre autour de soi, avec des personnes, bah voilà, qui sont en osmose avec son propre projet, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi aussi, je suis en osmose avec la personne qui m'accompagne parce qu'elle a d'autres aspirations. Donc cet équilibre-là, cette alchimie, bah, fait que dans le couple, on a quelque chose d'extrêmement vertueux, d'extrêmement positif. Mais si à l'inverse, bah, il y a quelque chose une distance qui se crée, bah, il y a des décisions qui vont se prendre derrière. Et ces décisions-là, parfois, ouais, elles sont un peu douloureuses, quoi. Et c'est la vie. Oui, parce qu'encore une fois, le triathlon, ça reste quand même un sport où tu dois, comme tu dis, tu dois faire des choix qui sont parfois un peu drastiques et qui vont en fait orienter ta carrière professionnelle potentiellement, ta relation, ta situation familiale. Enfin voilà, il y a des gens, alors après ça dépend, hein, encore une fois, il y a des gens qui font juste un triathlon distance olympique comme ça pour le fun, parce que c'était un challenge et puis basta. Mais les gens qui vraiment se donnent et pour qui ça devient vraiment un mode de vie, bah ouais, tu dois caser je sais pas si tu es sur du long, bah c'est 10 heures d'entraînement par semaine toute l'année en moyenne. Bah ouais, bah faut que tu les cases un moment ou l'autre et c'est clair, c'est un vrai mode de vie quoi. C'est pas juste je vais faire mes 2 fois mes entraînements par semaine et basta. Non, c'est un truc, c'est c'est tous les jours, tout le temps, toute l'année et voilà, tu vis plus que pour ça quoi. Ah, Donc j'aime beaucoup ce que ouais, tu dis. C'est un mode de vie, un style de vie, voilà. Et quand on est bien dans ce ouais. style de vie, bah il y a ouais, l'environnement qu'on va créer autour de ça. Ben forcément, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus harmonieux possible. Et donc forcément, il y a des gens qui, alors si on parle d'humains, il y a des gens qui vont être contributeurs de ce projet-là, d'autres qui vont être entre guillemets peut-être un petit peu bah, la force négative, quoi, la force obscure. Donc voilà, donc soit on fait avec et on fait des concessions, ou soit on se dit on fait sans, mais on recrée un environnement où il y a des personnes qui n'intègrent pas cet environnement et c'est un peu dur. Mais si on va être dans la performance en tout cas, si on va être dans le plaisir, il y a aucun sujet et c'est très bien, hein. Mais comme tu dis, si à un moment donné on se pique au jeu et qu'on va aller sur des terrains de jeu qui vont un peu loin en termes d'entraînement et d'engagement, forcément tu crées ton écosystème qui va t'amener vers cette performance-là. Et là, il y a des choix à faire, une fois de plus. Hum. Je pense qu'il il faudra créer un jour, ça c'est une bonne idée de business, tu vois, une plateforme de rencontre, tu vois, pour triathlètes ou pour athlètes de haut niveau ou un truc comme ça, tu Ouais. vois. Ouais, ça va, il y a déjà les clubs. C'est vrai quand souvent, quand on arrive dans un club de triathlon, souvent le président ou il y a une personne qui va dire bienvenue dans le club des divorcés. Et là, ça Ouais, commence. non, mais tout comme il y a aussi beaucoup de. Non, mais c'est vrai, mais dans les clubs de sport, il y a beaucoup de couples qui se forment aussi, hein. Eh oui, 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 c'est la Ça, vie. Mais c'est dans quand le même un monde. truc, on le voit souvent, Ouais. quoi. Mais au travail aussi, enfin un peu partout, voilà. Donc après, faut être solide dans ses convictions. J'allais dire pas forcément dans son couple, mais dans ses convictions, parce que plus on est solide dans ses convictions, plus le couple sera solide. Parce que voilà, tu fais un contrat de mariage, tu mets tout dedans, ce que tu as envie, tes désirs, pas juste l'aspect argent avec le notaire et tout, hein. Voilà, tes projets, tes aspirations, tes envies. Et si ça c'est hyper clair, bah alors là pour le coup, c'est vrai que je sais pas, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais c'est vrai que dans le monde du triathlon, moi en tout cas quand on me sollicite, souvent pour dire, Cyril, c'est hyper structuré en fait ta façon d'être, ta façon de faire, etc. Et pour le coup, il y a deux façons une fois de plus, hein, d'aller dans l'objectif. Soit je suis purement dans du plaisir et tu sais que par rapport à ça, tu dois t'entourer de personnes qui vont t'amener de la structure. Donc, comment je vais structurer ma préparation pour atteindre mon objectif? Si je suis quelqu'un qui est vraiment sur le plaisir, bah, la structuration va être extrêmement importante.
Et à l'inverse, tu as des personnes qui sont extrêmement structurées et ils vont avoir besoin aussi d'avoir à côté d'eux des personnes qui apportent une dose de plaisir aussi et puis de débriquer à un moment donné, de savoir aussi ne pas être que omnibulé par son projet. Et là, pour le coup, c'est là que tu mets des personnes qui vont t'accompagner dans ton projet à titre affectif, familial, aussi. Après, c'est vrai que c'est un peu à la mode, mais dans le monde du coaching aujourd'hui, on sait qu'en France, par rapport à des pays anglo-saxons, on le fait encore moins. Mais voilà, si on veut se réaliser, si on veut atteindre son objectif, on sait qu'on va gagner du temps si on le fait avec quelqu'un qui nous aide, qui nous apporte de la structure, en tout cas des solutions par rapport à cet objectif-là. C'est clair, c'est clair. On sent que tu prêches un petit peu pour ta chapelle là. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, une fois de plus, jusqu'à 40 ans, j'y étais mais complètement hermétique à ça. Mais la problématique, c'est pas tant, c'est mes convictions, elles sont tout à fait respectables. Donc, si des personnes sont contre ça, moi, j'ai rien contre ça. Par contre, si on m'avait amené les choses intelligemment, entre guillemets, et c'est vrai que quand je dis intelligemment, c'est d'écouter la personne, quels sont ses objectifs, quelles sont ses problématiques. Et par rapport à ça, mettre les problématiques rencontrées de blessures, parce que moi je veux parler de quoi, de blessures, de quoi d'autre, de trauma entre guillemets, aussi psychologique, parce que des fois on n'est pas bien dans ses baskets, on est un peu aigri, on est un peu etc. Et donc moi je me suis rendu compte a posteriori que toutes les blessures que j'ai eues, parfois même des accidents, ou voire même aussi mes chocs psychologiques, c'était lié à justement ce côté hermétique que j'avais par rapport à des personnes qui avaient une vision un petit peu différente. Et pour le coup, j'aurais gagné beaucoup de temps par rapport à ça. Donc bon, une fois de plus, je suis pas un rapide, vous l'avez compris, je suis plutôt un diesel, mais c'est vrai que voilà, si quelqu'un m'avait éclairé quand on m'a su m'éclairer à un moment donné dans ma vie, je me dis merde, mais pourquoi j'ai en fait le truc à la fin qui est con, c'est que tu dis mais pourquoi j'ai pas su ça avant? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais bon, une fois de plus, on est tous un peu comme ça, il faut qu'on se prenne des murs pour qu'on se remette en question. Voilà, et moi je les ai pris tardivement. T'es un peu buté, ouais, je comprends. Moi je suis. Mais ouais. En même temps, pour être triathlète, il faut être un peu buté, non? Ouais, en fait, on peut peut-être parler de passion aussi. C'est vrai, quand on est passionné, on est assez, avec des œillères. Et le triathlon, comme n'importe quel sport, amène à de la passion et à être un peu trop, focus sur soi, son objectif, et pas apporter des nouvelles façons de voir pour être un peu plus ouvert, un peu plus et plus efficace, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je te taquinais un petit peu là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des activités de coaching aussi, mais on va y revenir d'ailleurs. Tu nous expliqueras un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. On a pas mal philosophé. On a parlé triathlon, on a parlé amour, on a parlé. Voilà. Tu nous as parlé de ta crise de 26 ans, ta crise de 33 ans. Parle-nous un petit peu de ta crise de 40 ans, du coup. Ouais, et excellent. Et la crise de 40 ans, c'est en fait c'est un désir de vivre ma 40e année avec un projet, tu vois, une belle épreuve, quoi. Et en fait, je voulais faire le Norseman. Et le Norseman, déjà à l'époque, c'était il y a donc 8 ans, c'était fallait son slot, mais c'était au hasard. C'est-à-dire que tu avais une loterie. Et injustice totale, je suis pas pris. Voilà, le hasard n'a pas voulu de moi. Bon. Ouais, alors on a fait un épisode il y a pas longtemps avec une nana qui a été prise justement. Ouais. Alors, on avait calculé, tu vois, les probabilités. Alors, je ne me souviens plus c'était combien exactement, mais je crois que tu avais, si tu t'inscris tous les ans, tu as une chance d'être inscrit après, je sais pas, genre 20 ans, quelque chose comme ça. Il faudra revoir l'épisode exact, tu vois, mais c'était un truc, voilà, donc en gros, le Norseman, why not, tu vois, tenter sa chance, mais clairement, se mettre ça comme objectif, tu vois, objectif de vie ou quoi, ou objectif dans les années à venir, c'est quand même toujours un peu difficile, quoi. C'est bien, merci d'apporter la lucidité par rapport à ça, parce que moi, en tout cas, à l'époque, j'en avais pas du tout. Et du coup, je me suis inscrit après sur le Swissman et j'ai pas été pris non plus. Donc, au bout du compte, je me suis inscrit sur l'Altriman, qui globalement, tu sais que tu t'inscris et t'es pris. Il est dur, l'Altriman, il est très très chouette d'ailleurs. Donc, j'ai pas regretté, si tu veux. Mais par contre, j'avais une vraie frustration, quoi. Et l'histoire, c'est vraiment celle qui m'a amené à m'inscrire sur l'Enduroman, parce qu'en fait, je connaissais pas cette épreuve-là, mais l'année de mes 40 ans, il y a un copain qui m'envoie le truc comme ça, sur un mail, quoi. Et je vois là, on va passer l'Enduroman, c'est quoi ce machin? Et je trouve ça assez sympa, l'idée qu'un mec un jour a eu l'envie et l'accomplissement de partir de Marble Arch pour arriver à l'Arc de Triomphe. Je trouve ça être symbolique, absolument génial. Il y a quand même une différence. Alors, autant le Norseman, il est extrême, ça fait partie des extrêmes, triathlon extrême, voilà, parce qu'il fait froid, mais ça reste des distances Ironman. Même, c'est pas le label Ironman, mais c'est les mêmes distances. C'est du tout à fait long.
D'ailleurs, c'était pour l'épisode dont je parlais tout à l'heure, c'était l'épisode 306 avec Pauline Stevens. Mais donc, voilà, le Norseman, c'est un triathlon extrême, certes, mais l'enduroman, bon, c'est encore un autre level, quoi. C'est extrême, mais dans la durée, quoi. Donc, tu vas nous en parler un petit peu. On a déjà eu Perrine Fage et Marine Leleu qui sont passés sur le podcast et qui nous en ont parlé. Mais donc, voilà, réintroduis-nous un petit peu l'épreuve, l'historique, tout ça, et dis-nous un petit peu. Ah, mais c'est l'occasion comment ça se de passe. remettre de réécouter Marine et Perrine parce que pour le coup, Tout à fait. moi j'adore leur histoire à L2, elle est complètement aux antipodes, mais pour le coup, j'aime vraiment leur vécu, l'histoire, comment elles la racontent. J'aime vraiment toutes ces histoires, hein. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui adore écouter les histoires et voilà. Si tu veux que je fasse prendre ma parole, mon métier c'est pas coaching, c'est d'aider les gens à faire de la conférence. Aujourd'hui, mon métier c'est ça, si tu veux, aider les gens à raconter des histoires. Et ça c'est un vrai plaisir Et moi, c'est de faire du podcast, tu vois. Et donc, du coup, je vous recommande l'épisode 303 avec Marine Leleu et le 301, voilà. c'est une rediffusion avec Perrine Fage. Voilà. Excellent. Notez bien, les amis. Et non, moi, mon histoire, véritablement, c'est ça. Alors, par contre, après, au-delà de la frustration, il y a vraiment une émotion derrière tout ça. C'est que, faut le savoir, hein, quand même, ça, c'est ce qui nous mène à l'action dans la vie. Ce sont des émotions. Et souvent, ce sont des émotions négatives. La colère, la frustration, le dégoût, le déni, etc. Voilà, ce sont ces émotions-là. Souvent, si on prend le point de départ d'une inscription à une épreuve, mais pourquoi tu fais ça? Bah, si vous regardez un petit peu, vous décousez le truc jusqu'au bout, bah, souvent, il y a un truc, pas une sorte d'agacement, mais un truc, tiens, j'ai quelque chose à prouver. Oh, ben non, ce serait trop réducteur de dire que tu fais l'enduroman parce que tu es frustré, parce que tu es énervé, agacé. Mais véritablement, moi, j'assume le fait de dire que, bah ouais, j'étais vraiment agacé et énervé qu'aujourd'hui, pour faire des épreuves qui nous inspirent, qui nous donnent envie, bah, faut être pris au hasard ou faut faire tout un truc où ça coûte très cher. Alors, ça coûte très cher, un Ironman. Tu vas me dire, enduroman, ça coûte encore plus cher. Attends. Faut revenir là-dessus, quand même, parce que l'Ironman coûte très cher. Ok, mais l'enduroman, ça t'a coûté combien? Oui, c'est ce que je te dis, ça coûte encore plus cher. Ça coûte encore plus cher. D'accord, okay. Mais pour le coup, non, tu as raison. Et pour le coup, je me suis dit, alors pour moi, par contre, je me dis, bon, cette épreuve-là, si je m'inscris, il y a des chances que je sois pris parce que personne ne veut la faire. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Et quand j'ai l'organisateur, l'anglais, il me dit, et coup de séduction, il me dit, Cyril, ce serait bien que tu viennes parce qu'on a les Français, il y en a déjà qui sont venus, mais il n'y en a pas un seul qui a terminé. Boum! Et là, il dit ça, je dis, waouh! Ah ouais! Allez, Thierry, pourquoi pas? Et si j'étais le premier? C'est toi, le et si? Et puis après, alors c'est pas une motivation, mais c'est plutôt une zone de confort pour moi. Tu vas me dire, c'est débile ce que je dis, mais de nager. Alors traverser la Manche à la nage, c'est tout sauf un truc facile à faire. Mais pour le coup, dans les trois disciplines, celle moi dans laquelle je suis venu, c'est la natation. Donc je me dis, la natation, je suis pas trop mauvais nageur. Certes, l'eau est froide, certes, il faut nager pendant 12, 15 heures, etc. Mais l'idée me séduit quand même de traverser la Manche à la nage. C'est un truc qui était vraiment complètement dans mon inconscient. Je sais pas d'où, ni pourquoi, ni comment. Mais traverser la Manche à la nage, c'était quelque part dans mon inconscient ancré. Et voilà, et tous ces éléments-là qui ont fait qu'à un moment donné, c'est presque devenu une évidence de m'y inscrire. Donc pour mes 40 ans. Mais il faut dire que l'enduroman, c'est avant tout une épreuve de natation, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de proportion, clairement, bon, il y a, alors corrige-moi si je me trompe, c'est 114 km, je pense. Alors, tu as 140 km en course à pied. C'est 140, voilà, c'est ça, 140. Alors, 140, ça. Non, c'est ok. Bon, c'est pas simple, on est d'accord. Hein, clairement, on va pas le sous-estimer, mais potentiellement, à partir du moment où tu t'entraînes correctement, enfin, tu vois, je veux dire, moi, ça me fait beaucoup moins peur, même si, encore une fois, j'ai jamais couru ces distances-là, mais ça me fait beaucoup moins peur que de me faire à la limite, tu marches, tu vois. Dans l'eau, bah non, si tu arrêtes de nager avec le courant, tu repars en arrière. Enfin, donc, clairement, et c'est ce qu'on dit en général, l'enduroman, une fois que tu as traversé la Manche, bon, bah c'est bon, en fait, c'est fini, quoi. Après, les 300 km de vélo, ça, c'est doigt dans le nez, quoi. Ouais. Oui, alors là, quand tu dis ça, la plupart des gens disent, oh là là, mais 300 km de vélo, c'est dingue. Ouais. Et là, pour le coup, pour avoir suivi Arnaud Demester, il y a pas si longtemps que ça, sur son épreuve, quand je l'ai vu faire le vélo, lui, pour le coup, il a eu du mal, entre guillemets, il me corrigera parce que j'espère qu'un jour il sera invité dans votre podcast, mais je crois que oui d'ailleurs. Mais Arnaud, en tout cas, il a vraiment, il a eu du mal sur le vélo. Il en parlera bien mieux que moi sur la fin. Et pourquoi? Parce qu'il y a le facteur fatigue et ça nous ramène, à l'avant de la traversée de la Manche à la nage. Parce que quand tu fais 140 km, que ce soit en marchant ou en courant, il y a une grosse fatigue à la fin, quoi. Donc, la gestion, la stratégie de la course à pied,
elle est extrêmement importante. Même s'il faut pas négliger la nage, évidemment, parce que c'est l'épreuve la plus dure, mais il faut y arriver avec un maximum d'énergie. Tu es bien d'accord avec ça? Si tu arrives avec 20% de ton énergie et que tu vas tracer un manche à nage, tu es un bon nageur, tu n'y arriveras pas, quoi. Donc, il faut vraiment intégrer cette stratégie de la course à pied et de la récupération entre la course à pied et la nage, parce que tu peux t'arrêter tant que tu veux, hein, finalement. L'organisateur, il dit c'est ta stratégie à toi, il la respecte. Mais pour le coup, bon, ça peut pas être 3-4 jours, hein. Mais avant, c'est vrai que quand on voyait les premiers qui faisaient ça, ils s'arrêtaient au moins 24 heures pour récupérer de la course à pied pour après se mettre à nager. Aujourd'hui, le plus rapide, Lionel Jourdan, il a mis 2 heures entre les deux, quoi. Il a quasiment pas dormi, il est parti presque tout de suite, quoi. Donc, c'est des stratégies. Moi, pour avoir accompagné Lionel, qui est le plus rapide, et je l'ai coaché pendant 2 ans, je vends pas mon truc, hein, parce que ce que j'adore faire prendre conscience aux gens, c'est les stratégies, en fait, peu importe les épreuves. Mais Lionel avait une stratégie, c'était de battre le record. Et par rapport à ça, fallait courir vite, fallait nager vite, et fallait pédaler vite et mettre un minimum de récupération entre les trois épreuves. Donc, ce qui était extrêmement ambitieux, mais pour le coup, il avait des vraies capacités, facultés. Encore fallait-il tout exploiter. Donc, on a tout exploité pour arriver à l'objectif qu'il a fait en moins de 50 heures. Moi, je l'avais fait en moins de 60 heures. J'avais fait 59 heures. J'avais battu le record de l'Australien. Et ça paraissait dingue à l'époque, parce que l'Australien, il avait pété tous les scores. Et quand j'avais dit à l'organisateur, l'anglais Edgar, écoute Edgar, moi je vais courir en 18 heures à peu près, ce qui est pas rapide, hein, 140 km 18 heures, faut les faire, tu vas me dire, mais c'est pas super rapide. Et après, je vais récupérer pendant 6 heures avant de partir nager. Edgar m'avait dit, nonsense, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et il m'avait dit, je t'autorise pas à le faire. Parce que l'Australien avait pété tous les records et pour lui, c'était pas possible de faire ça. Bref, mais j'ai eu une discussion, une négociation. Pour le coup, moi, j'avais ma stratégie, mais j'ai négocié avec l'anglais pour dire, OK, t'as raison sur moi, etc. Autorise-moi quand même malgré tout. Donc, bref, je rentrerai pas dans les détails de notre discussion. Mais à la fin, il me dit, bon, bah, écoute, vas-y, fais ce que t'as à faire. C'est con, on aurait bien aimé qu'un Français le termine. Ce sera pas toi, mais c'est pas grave. Je suis parti vraiment dans ce contexte-là. Mais pour le coup, moi, j'avais vraiment fait une grosse, grosse préparation. Alors, j'étais la vie familiale, vous l'avez compris. La vie professionnelle aussi, puisque j'étais directeur général d'une grosse boîte et j'ai continué à travailler pendant cette année de préparation. Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, oui, c'est un vrai budget. Donc moi, je m'étais mis en mode entreprise, quoi, un projet. J'ai un projet, je vais trouver des financements pour ça dans mon environnement. Je vais trouver des ressources pour me préparer avec un entraîneur qui était Patrick Bringer, donc il m'a fait ma préparation physique. Puis après, quand tu dis, bah tiens, je suis bien préparé physiquement, maintenant qu'est-ce que je vais y mettre? Bah Cyril, le mental, ce serait peut-être pas mal d'en parler. Donc là, dans ma préparation, et c'est ça qui est génial, les amis, quand vous préparez, vous mettez en mode projet, vous allez rencontrer des gens sur votre préparation, comme Marine Leleu a rencontré des gens dans sa préparation qui lui ont aidé, etc., accompagné dans son projet. Eh bien, en fait, l'alchimie, moi, c'est fait. J'ai rencontré un préparateur mental un peu par hasard. Et il m'a dit, écoute, Banco, je t'accompagne. Après, un spécialiste du sommeil. Tu rajoutes dessus, quoi d'autre? Bah, la nutrition avec Anthony Berthoud, etc., etc. Donc, en gros, j'avais mis tous les paramètres de la préparation, visibles et invisibles, pour arriver à cet objectif. Voilà, de faire 24 heures course à pied plus récupération. Après nager, moi, je m'étais fixé 12 heures. Je nage correctement, mais 12 heures, c'était atteignable, mais je l'ai pas bien géré ma nage. J'ai pas mis une bonne stratégie pour le coup sur la nutrition pendant la nage, mais c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'y arriver. Et puis à la fin, comme tu l'as très bien dit, mais ça peut faire tousser des gens. Une fois que tu es arrivé sur la nage, bon, tu sais que globalement, ça y est, c'est gagné, quoi. Comme dirait Dora l'exploratrice, il te reste plus que 300 km à vélo et puis voilà, faut le gérer. Mais attention, la fatigue, elle peut être fatale. Et des fois, tu te retrouves, Oui, souvent, faut pas comme des s'endormir sur le athlètes, vélo, quoi. il y a des athlètes qui sont à plat au bord de la route en train de dormir, mais profondément. Et c'est ce qui s'est passé avec Arnaud. À un moment donné, on le cherchait, là, il y a 2 semaines. Et il était derrière des buissons en train de dormir, de roupiller, mais on avait l'impression qu'il était presque mort, quoi. Hmm. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Ok, tu disais ta nutrition sur le... Parce que, enfin, faut qu'on se visualise un petit peu aussi, hein, juste pour rappeler. Tu as une équipe qui te suit tout le temps, sur tout le trajet. Donc, tu as une voiture derrière toi quand tu cours. Hmm. Et puis, tu as un bateau à côté de toi quand tu nages. Sauf que toi, tu peux pas toucher le bateau. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, tu peux pas t'accrocher au bateau, quoi. Tu peux pas te reposer ou aller faire Non, non, une non. sieste de 5 minutes dans le Hmm. bateau. Non, ça, c'est... Si tu fais ça, tu es disqualifié. Et tu as un arbitre à bord aussi.
Ah, il y a un arbitre du début jusqu'à la fin qui s'assure que tu suis bien le règlement d'Enduroman, qui est un règlement Ouais. assez strict. Mais alors pour le coup, l'aspect sécurité, là, faut le savoir aussi, hein, quand tu fais ce genre d'épreuve. Déjà, on le sait que quand tu fais du dépassement, Ironman, des ultra-trails, etc., il y a une part de risque, la montagne, les éléments, etc. Donc ça, faut jamais le négliger. On a un peu tendance à l'oublier, mais encore sur le dernier UTMB, il y a eu un mort. Sur la traversée de la Manche à nage, voilà, c'est dur et cruel de le dire comme ça, mais il arrive qu'il y ait des gens qui fassent des hypothermies et pour le coup, bah, ils passent de l'autre côté. Quand je dis passe de l'autre côté, vous le traduisez avec voilà le côté fataliste de la chose, hein. Et moi, quand je l'ai fait l'enduroman, j'étais le 25e. Le gars qui l'a fait derrière moi, le 26e. Alors, c'est atroce de aller voir sur le site internet enduroman.com. Vous verrez Cyril Blanchard et à côté, il y a une photo d'un gars qui est parti quoi, il a fait une arythmie cardiaque, mince, je l'ai Hypothermie. dit. Hypothermie, merci Olivier. Et donc, bah, le gars est décédé dans la Manche, quoi, hein. Affreux. Donc, ma femme, Laurence, quand elle a su ça derrière, elle dit, mais si j'avais su ça, est-ce que je t'aurais laissé faire cette épreuve-là? Ça montre aussi le niveau entre guillemets, d'inconscience qu'ont les gens quand on dit, tiens, je vais faire un Ironman. On se rend pas Mm. compte, ce qu'on disait tout à l'heure, et on laisse partir les gens. Mais effectivement, s'ils savaient tout ça, peut-être qu'ils nous feraient un peu moins confiance, ils seraient peut-être un peu plus vigilants. Mais nous, voilà, on part sur les aventures. Ce qui nous amène sur des épreuves comme ça aussi, c'est l'esprit d'aventurier, et puis d'aller chercher un petit peu des limites. Et voilà, soyons quand même vigilants. Et moi, en tout cas, avec tous les gars et toutes les filles qui demandent, bah tiens, l'enduroman, Cyril, comment t'as fait, etc. Évidemment, je leur dis pas brutalement comme ça qu'il y a un vrai risque, mais ils en ont conscience quand même. Faut en avoir conscience, quoi. Bien sûr. Bon, j'enverrai peut-être pas l'épisode à ma maman, du coup. Voilà. Chut, chut, chut. Euh, Ton problème de nutrition dans la Manche, c'était quoi? T'as pas assez mangé? T'as mangé ce qu'il fallait pas? C'était quoi le problème? Un peu trop, déjà. Un peu trop. Sachant Parce que tu es que... aussi allongé pendant. Ouais. Enfin, tu peux te mettre à la verticale, mais enfin, c'est quand même Non, globalement, pas faut se dire que longtemps. ton estomac, il va être toujours en position allongée. Donc, Mais c'est ça, donc globalement, il t'es faut... quand même t'es couché pendant. Alors, t'avais fait combien de temps? Tu m'as dit 12 heures, c'est ça? Alors, je voulais Non, faire ça, deux c'est heures, ce j'en que ai tu fait 14 prévoyais. 30 à peu Ouais, près. c'est ça, ok. Mais bon, 14h30 couché, enfin, déjà être couché pendant 14h30 dans un lit, faut le faire. Non, mais là, tu manges. Enfin, et tu manges quoi, du coup? Bah, là, pareil, il y a plein de stratégies. Alors, il y a ceux qui vont dire faut pas manger, faut que boire, d'autres qui vont dire bah non, faut manger parce que voilà. Et on est tous différents. Donc, il n'y a pas une vérité absolue. On est différents physiologiquement, mais au niveau du tube digestif, etc. Certains vont accepter de l'acidité, d'autres pas. Enfin bon, bref. Et pour le coup, bah, faut vraiment faire un travail dans la préparation de tests pour apprendre de ces essais-là, de ces tests, et après pouvoir dire bah ça fonctionne. Et qui peut le plus, peut le moins, ça fonctionne pas sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. Faut faire des entraînements parfois un peu longs pour faire ces différents essais et voir ce qui fonctionne pour soi. Alors moi, mon erreur, elle était d'avoir fait des coupures tous les quarts d'heure. En gros, tous les quarts d'heure, je demandais à mon pote Patrick qui était sur le bateau un coup de me donner à boire, un coup de me donner à manger. Et j'alternais tous les quarts d'heure comme ça. Et c'est une fatale erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on s'arrête, le bateau s'arrête et dérive un peu et perd un peu de la trajectoire. Donc, on a une vraie perte de temps, une vraie perte d'énergie. Et donc, ça, pour le coup, ça, je m'en suis rendu compte pour moi. Donc, aujourd'hui, bah, tu vois, quand j'accompagne des gars comme Arnaud, la stratégie, elle est plutôt d'une demi-heure, 1 heure. Ça dépend une fois de plus des personnes. Mais pour Arnaud, on faisait toutes les demi-heures. Et la même erreur, le réflexe qu'on a, c'est de manger toujours un peu trop parce qu'on veut de l'énergie, etc. Parfois même se réchauffer. Et moi, j'écoute pour le coup les bons conseils de Jacques Tuzet, qui est un des meilleurs nageurs en eau libre au monde. En tout cas, qui fait des trucs incroyables. Si vous connaissez pas Jacques Tuzet, allez taper Jacques Tuzet, c'est juste génial cet homme-là. C'est une des références dans la nage en eau libre. Vous verrez le gabarit, vous direz bon sang, c'est pas un athlète, mais si c'est comme un peu Steve Stevenard qui fait des trucs incroyables dans le monde de l'eau libre. Bref, voilà, ces gars-là globalement ils mangent très très peu, voire même pas du tout. Ils font que boire. Et c'est pas une connerie, franchement. Mais voilà, une fois de plus, faut tester sur soi, hein. Et donc là, pour le coup, Arnaud lui mangeait trop. Et puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 heures d'effort, de toute façon, le cerveau, et c'est là qu'on rentre dans la prépa mentale, le cerveau, à un moment donné, il va se déconnecter. Et si le cerveau, vous n'arrivez pas à le déconnecter, c'est comme Cédric Fleurton quand il gagne la Saint-Élion, il dit clairement, moi, à un moment donné, je coupe mon cerveau. Je coupe mon cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, alors, machine, j'aime pas ce terme-là. On se transforme un petit peu oui, un peu en machine quelque part pour se couper de certaines informations qui peuvent altérer ou baisser notre niveau de performance. Et ça, bah, ça se prépare à l'entraînement avec de la préparation spécifique au niveau mental. Et pour le coup, bah, là, et on passe vraiment dans une autre dimension. On est déconnecté de plein de choses. Par contre, on est connecté sur une chose qui est le plus important, c'est tourner, là,
Je parle que de la tracée de la manche, c'est tourner les bras, tourner les bras, tourner les bras, tourner les bras, et c'est tout. Avec ça, c'est répéter un geste infini, autant que tu peux le faire jusqu'à l'arrivée. Et voilà, moi que ce soit moi, je sais que j'ai eu 3 heures dans la tracée de la manche à la nage où j'ai réussi à couper à mon insu, c'était pas préparé, c'était pas conscientisé. Avec Arnaud, là pour le coup, lui, on a réussi à le switcher et on a mis vraiment un travail spécifique pour que lui il switch et qu'il se pose pas de questions. Parce que si tu te poses des questions, de toute façon, ça y est, c'est fini, c'est mort, quoi. Oui, et puis tu as le temps de te poser des questions. Ah Enfin, bah après ça, ton ouais. heure, Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'à un moment c'est- donné, non, il faut pas se poser de questions, quoi. Faut se couper. Ok, ça a du sens. Et en même temps, manger tous les quarts d'heure, enfin, du coup, toutes les demi-heures, parce que c'était un quart d'heure manger, un quart d'heure boire. Hmm. À la limite, l'hydratation, je pourrais comprendre, mais manger toutes les demi-heures, en fait, c'est énorme, quoi. Alors quand je dis manger, oui, tu travailles. Vous pouvez traduire. Bien Quand je dis sûr, hein, manger, c'est assimiler quelque chose. c'est pas un Ouais, une barre, spaghetti une bolo, hein, demi-barre. mais Ouais, c'est ouais, ça, une demi-barre ou quoi. Mais je veux dire, c'est ouais. quand même mâché. Enfin, Oui. moi, même sur le vélo, par exemple, parce que bon, en natation, clairement, je n'ai jamais fait des trucs comme ça. Moi, je viens plutôt du vélo, hein, donc la natation, c'est plutôt mon gros point faible. J'ai jamais fait des distances comme ça, mais si je fais le parallèle avec le vélo, bah, même à vélo, je mange pas toutes les demi-heures, quoi. Même sur du long, tu vois, j'ai déjà fait du long à vélo, je mange pas toutes les demi-heures. Ah oui, ben ça, voilà, c'est la stratégie. Elle est spécifique, elle est unique, quoi. Il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes. Certains vont prendre que des gels et ça fonctionne bien. D'autres, ça passe pas du tout et il faut être plutôt sur du semi-liquide, semi-rigide, enfin solide, pardon. Voilà, et voilà. Donc ça, c'est vraiment des rituels à mettre en place aussi. Donc ce qui fonctionne pour soi à un moment donné, plus c'est ritualisé, plus le corps il est Ouais, préparé, bah, plus ça fonctionnera pendant la compète, quoi. Donc après, il n'y a pas de vérité absolue, une fois de plus. Mais quand on atteint la très haute performance, que ce soit sur du long ou du très court, peu importe la distance, ces rituels, c'est ceux qui nous font du bien. Mais certains qui fonctionnent pour certains, il n'y a pas de vérité absolue, mais globalement, il y a quand même des tendances, quoi. Et bon, après, moi, je vais pas faire d'offense au marketing des grandes marques. On n'est pas là pour ça, mais je sais quand même qu'il y a des choses que, voilà, globalement, on dit que ça marche. Ouais, quand vous regardez les athlètes de haut niveau, moi j'accompagne des athlètes de haut niveau, je vois vraiment ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Voilà, faut pas se leurrer, quoi. Il y a du marketing et après il y a leur vérité derrière et voilà, bien sûr. voilà. Si vous voulez plus de détails, ce sera plus en off ça. Mais voilà, faut le poids du marketing. Attention les amis, hein. Ouais, non, mais ça, c'est clair. On est bien d'accord. Et, euh, et en même temps, tu vois, j'ai l'impression que ce qui est vrai pour la majorité des athlètes, Mhm. le sera plus forcément quand tu es dans des cas justement aussi extrêmes. Donc en fait, si tu pars sur de l'ultra, sur des trucs, tu vois, tellement en fait complètement débiles que c'est tellement peu de personnes qui font de toute façon, en fait, ouais, en fait, tu casses un peu les mythes. Enfin, tu vois, ce qui est vrai pour la plupart des triathlètes qui font un Ironman, tu vois, on pourrait dire, bah oui, un Ironman, c'est un peu, allez, entre guillemets, c'est un peu banal. Il y a beaucoup de gens qui font des Ironman, donc du coup, on peut en tirer des conclusions et se dire, bah, en fait, telle nutrition, telle méthode, telle stratégie, etc., fonctionne sur Ironman. Mais en fait, quand tu pars dans des trucs aussi, tu vois, dans des exploits, que ce soit sur la distance, tu vois, style enduroman, ou même dans des, je sais pas, des records de vitesse, enfin, tu vois, les mecs qui font un Ironman en moins de 8 heures, je pense que c'est plus vrai. Enfin, tu vois, je veux dire, t'as plus une espèce de, t'as plus de standards en fait. Tes standards, ils sont plus, c'est plus les mêmes, quoi. Il y a quand même, il y a beaucoup de bon sens en fait. Quand tu regardes et tu analyses les stratégies des athlètes, globalement, tu vas retrouver des recoupements, quoi. Mais ça, une fois de plus, faut analyser, faut regarder, faut observer, en fait. Moi, ce que j'adore, en fait, ce que je ne faisais pas avant, quand je parlais tout à l'heure, avant de ma crise de la quarantaine, avant, j'étais très mauvais observateur. Je ne regardais que moi, je regardais mes habitudes, je me remettais très peu en question, et puis c'était, voilà. À partir du moment où tu commences à observer, à regarder ce qu'il y a autour de toi, observer les autres, observer l'environnement, t'observer toi-même, et faire preuve de souplesse par rapport à tout ce que tu observes, bah, en fait, tu vas mettre de l'agilité, tu vas trouver des choses. Et globalement, si tu regardes un petit peu les athlètes de haut niveau, chacun dans leur discipline, tu vois que quand même, malgré tout, il y a des choses qui sont assez récurrentes, quoi, hein, qui fonctionnent bien, hein, que ce soit en matière d'alimentation,
même si on va tendre tout et son contraire. Mais voilà, moi, je m'en réfère aujourd'hui à la micronutrition, Anthony Berthoud. Dans la clinique du coureur aussi, il y a beaucoup de bottes de données aujourd'hui qui sont assez, voilà, quand tu fais des recoupements, et on va retrouver pas la même chose. Si on parle de gestion du très très long, avec Guillaume Millet qui a écrit des super bouquins, l'Ultra Trail, etc. Là, pareil, globalement, tu vois, il y a une sorte pas de consensus, mais il y a des choses quand même, si tu t'appliques en matière de récupération, d'entraînement, de nutrition, de gestion du stress, et puis après aussi de capacité à faire des ruptures à un moment donné, globalement, tu vas voir, moi, il y a un truc qui va peut-être vous surprendre, mais dans le très haut niveau, il y a un truc que font pas mal des athlètes, presque tous, et ça, il y en a très peu parmi vous qui le font, j'en suis sûr, bah, c'est du yoga. Des techniques de respiration et de faire du yoga, etc., du stretching, mais du bon stretching, hein, pas des étirements à deux balles. Passer du temps à faire ça, je serais très surpris de voir que la plupart des sportifs de haut niveau consacrent beaucoup de temps à ça. Alors, peut-être pas beaucoup de temps, mais en tout cas très régulièrement. Et ça fait partie des rituels. Qui aujourd'hui, qui écoute ce podcast, fait des séances de yoga, entre guillemets, ou de salutation au soleil, ou des exercices pour se mettre connecté avec son corps tous les jours? Levez la main. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et c'est pas une question que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, on m'aurait dit ça à 35 ans. J'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce vieux con, quoi? Et j'étais pas du tout Ouais. enclin à écouter le discours et encore moins à tester le truc, tu vois. Ouais, et puis c'est une démarche aussi où enfin pour moi le triathlon et les sports d'endurance de manière générale, t'es dans une démarche où tu essayes de comprendre comment fonctionne ton corps et tu essayes de le pousser au plus loin où il peut aller, tu vois. Enfin donc améliorer tes performances, etc. Et la respiration, bien sûr, fait partie d'un tout. Tout comme la Mm. nutrition, la gestion du sommeil et plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on en a parlé récemment avec Marc Plata dans un dernier épisode. C'était l'épisode 307. Allez. Voilà. Ok. On a fait un beau tour. On a fait un beau tour d'horizon. Du coup, cet enduroman, tu l'as terminé en combien de temps? Alors moi, je voulais juste le finir. Mon histoire à moi, c'était de terminer l'enduroman. Et il y a quelqu'un qui a cru en moi en me disant, écoute Cyril, moi si je t'accompagne, par contre, on va péter le record. Tu pètes le record mondial. Je sais que tu peux le faire. Si tu veux le faire sans moi, bah, tu feras juste, entre guillemets, ton finisher français, tu seras content. Mais écoute, si on bosse tous les deux, on s'autorise à aller chercher le record. Moi, je lui ai dit oui, mais pour lui faire plaisir. Mais à force finalement de lui faire confiance ou de croire en son discours, bah en fait, d'où le fait de s'entourer de personnes aussi qui ont confiance en nous. Parce que, bon, moi, de nature, je suis pas quelqu'un qui a une grande confiance personnelle. Et là, pour le coup, de voir ces gars-là qui croient en moi, bah en fait, ça m'a développé, moi, au fil du temps, de mes rencontres avec lui, ma capacité à croire en moi et ma confiance personnelle. Et au départ, à Marble Arch, et ben en fait, c'est pas que je voulais battre le record, c'est juste que je savais au plus profond de moi que j'allais le battre. Parce que lui m'avait mis cette petite graine en moi et que cette graine-là, tu vois, elle avait poussé, poussé, poussé au fil de nos rencontres, de nos échanges, etc. Et que dans mon travail de visualisation, bah, je le voyais. Parce qu'il y avait un travail de préparation mentale avec de la visualisation. Et dans cette visualisation, je m'autorisais à me voir tout simplement à l'arrivée avec ma victoire et avec ce record. Je m'autorisais. Par contre, je le visualisais et là, moi, depuis, je me suis spécialisé en sophrologie, tout ce qui est prépa mentale, c'est un truc qui m'a passionné depuis que j'ai fait ce record-là, donc en 59 heures et 50 et quelques minutes. Je me suis dit, putain, ce mec, il a réussi à me transformer. Comment il a fait? Et j'ai voulu comprendre tout ça, tous ces processus. Et dans la visualisation, en fait, c'est un truc qui est assez puissant. Et je vous apporte juste une petite clé par rapport à la visualisation. Souvent, on confond la visualisation. C'est Aton, un gars du GIGN avec qui j'ai fait un podcast qui m'a vraiment éclairé là-dessus. Il me dit, Cyril, il ne faut pas confondre la visualisation et visualiser et fantasmer. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à fantasmer, c'est-à-dire à imaginer des choses et les conséquences de ces choses, avec ce que ça nous apporte, etc., de joie, de bien-être, etc. Et ça, c'est de l'ordre du fantasme. La visualisation, moi, c'était juste pouvoir visualiser cette image à la fin, m'autoriser à ça sans après se dire les conséquences de tout ça.
Et cette visualisation, je l'ai répétée, cette image-là. Et aussi, alors la visualisation, ça a été quoi? Bah, visualiser la course dans tous les sens, en se voyant à l'intérieur, en se voyant à l'extérieur. Et ça, ce sont des exercices de prépa mentale qui sont assez puissants, qu'on a du mal à faire. Donc pour ça, moi, j'aime bien justement explorer. J'ai adoré explorer ce terrain de jeu-là sur moi. Et quand j'en ai vu les résultats, bah, je me suis autorisé du coup après à le faire avec des personnes et de voir les résultats, notamment bah, avec ceux qui ont terminé l'enduroman, pas tous, hein, bah, certains, j'ai bien dit certains. Et puis en plus, après, ouais, pour le coup, là, c'est ce qui est à côté de moi. Ma fierté, c'est pas tant l'enduroman, c'est plutôt ça, là, ce que personne ne verra mais entendra. Ce que je montre là, c'est un bouquin en fait. Moi, c'est une grande fierté pour moi. Je ne m'en cache pas d'avoir écrit ce livre Enduroman. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas un auteur, je suis pas un écrivain, mais il y a deux personnes qui m'ont dit à la fin de l'Enduroman, quand j'ai battu le record, Cyril, tu écris. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et c'était deux personnes suffisamment importantes pour moi pour que je le fasse. Un, c'était ma femme, Laurence, elle m'a dit, tu écris. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, je pense que ça va aider des personnes derrière. Si des gens veulent savoir comment tu as fait, écris-le. Et une deuxième personne qui m'a dit, Cyril, tout simplement, maintenant, il m'a fait un coup d'hypnose, il m'a tapé dans l'épaule, il m'a dit, maintenant, t'écris ton livre. Voilà. Bon, c'est deux éléments qui m'ont fait amener à écrire le bouquin, assez rapidement d'ailleurs, et de pouvoir partager bah, cette épreuve-là, pourquoi on fait ça, comment on y arrive, et après, bah, raconter de l'intérieur, finalement, ressentir ça. Et pourquoi je l'ai écrit? Ça nous ramène à la question d'un peu en d'introduction. Pourquoi on fait du triathlon? Nous, on ne sait pas toujours pourquoi. On le ressent, c'est que c'est une nécessité, une envie, un besoin, etc. Mais les gens qui sont autour de nous aiment bien, malgré tout, à défaut d'être présents et ressentir ce qu'on dit tout à l'heure, comprendre quand même. Et quand j'ai écrit ce bouquin-là, sans me rendre compte, je l'ai écrit plus pour eux. Et en fait, j'ai beaucoup de retours derrière, des gens, des accompagnants, des couples, conjoints, etc., qui disent merci parce qu'en fait, je comprends mieux mon chéri ou ma chérie pourquoi elle fait ça chaque jour, et je sais que je vais pouvoir l'aider. Et donc, bah, Laurence, comme elle m'a amené à faire ce livre, mais elle a écrit aussi dedans, et du coup, elle a apporté, elle, sa pierre à l'édifice en disant, elle, ce qu'elle a ressenti au travers de cette préparation, et les sacrifices dont tu parlais tout à l'heure notamment, mais aussi les victoires, l'accomplissement et cette fierté qu'on a partagée, qu'on a de vivre cette aventure. Et pour apporter peut-être dernière chose avant de respecter le timing, eh bien c'est tout simplement le collectif, parce qu'en fait moi quand j'ai fait cette épreuve-là, il y avait plein de gens qui m'ont aidé, vous l'avez compris, et moi je culpabilisais de ça. C'est-à-dire qu'ils sacrifient du temps pour cette épreuve-là qui était la mienne, quoi, et pas la leur. Mais en fait, tous à la fin m'ont dit, mais on a vécu un truc juste incroyable qu'on vivra jamais. Et ils m'ont remercié pour ça. Donc, moi, ça m'a retiré ce sentiment de culpabilité. Donc, les amis triathlètes, ne culpabilisez pas de faire ce que vous faites, parce qu'en finalité, quand vous êtes à la fin et que vous êtes dans votre réalisation, on lui dit, c'est beau ce que tu as fait et merci pour ça. Globalement, c'est beaucoup de retours très positifs quand on se réalise, quoi. Donc, voilà, moi, je voulais vous apporter ça aussi, parce que parfois, on culpabilise un petit peu, et c'est vraiment une perte d'énergie, de gaspiller son temps, de culpabiliser, alors que vous faites des choses qui sont vraiment superbes et qui sont inspirantes pour les autres. Ouais, c'est ça, allez, ça peut paraître un petit peu cliché, mais bon, au final, quand tu prends un petit peu de distance et que tu fais des trucs comme ça, tu te dis, mais ouais, en fait, tu as un impact incroyable sur les gens autour de toi. Et si tu as été capable, tu vois, d'inspirer ton voisin à aller faire son premier 5 km ou à faire son jogging, exactement. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui toute la vie, tu vois, était plutôt en mode pantoufle télé, tu vois, à passer ses soirées à boire des bières, et enfin voilà, tu vois. Si tu peux, même un petit changement, tu vois, dans la vie des gens qui t'entourent, bah rien que ça, déjà, c'est déjà une victoire en soi, quoi. Ouais, moi, mon univers, ça a toujours été un peu le sport quand même, hein, c'est vrai. Alors, sport amateur, mais sport quand même. Moi, c'est un des drivers forts dans ma vie personnelle. Mais il y a plein de gens, comme tu dis, moi, je vais revenir sur Arnaud de Mester, mais lui, quand il m'a contacté, il me dit, Cyril, je vais faire l'enduroman et aide-moi, etc. Bref, ça, c'est la petite histoire. Mais la grande histoire, c'est d'où il vient. À 40 ans, il avait jamais fait de sport de sa vie. Et c'était un fêtard pas possible. Un mec absolument génial, quoi. On adore croiser un mec là dans sa vie, parce c'est une boule d'énergie, un sourire incroyable. Et moi, j'aurais aimé le connaître dans cette période où il était sous soirée no limite, tu vois. C'est trop génial d'avoir un mec comme ça, soirée no limite, tu vois. Et mais il a été pareil dans le sport. À un moment donné, il a eu le déclic. Il s'est dit, tiens, je vais faire une épreuve de vélo. Enfin, on lui a dit, il racontera l'histoire bien mieux que moi. Allez, puis finir dernier, quoi.
Mais par contre, voilà, c'est le début de la suite parce qu'après, ça devient juste un athlète juste génial et voilà, et qui inspire plein d'autres gens, comme tu dis, à pouvoir sortir du canapé et puis faire autre chose, comme Greg Chevillard qui fait du canapé à la course la plus dure au monde dans son bouquin quand il a fait le marathon des sables. Voilà, et ça, c'est des histoires qui parlent à beaucoup de gens parce que putain, mais c'est un mec finalement, c'est un mec tout simple. Il est sorti de son canapé puis il s'est mis à courir en mode Forrest Gump et puis derrière, il a fait un truc juste qui est ultra inspirant, quoi. Ouais, et en même temps, tu as souvent quand même t'as quand même souvent une corrélation, tu sais, entre les gros fêtards qui Hmm. deviennent des gros athlètes, ou en tout cas, tu vois, enfin, Ouais. en gros, c'est des gens qui, parce que c'est ce que Marine Leleu disait aussi hein, quand elle était passée sur le podcast, c'est que pour faire des trucs comme on fait, c'est qu'on a un petit problème dans notre tête, quoi. Et c'est qu'on n'est pas normal, on n'est pas équilibré, tu vois. Et en soi, c'est vrai. Hein. Enfin, je veux dire, alors après, ça dépend ce que tu appelles la norme, et voilà, mais clairement, c'est parce qu'on on a besoin de ça, tu vois, ça fait partie de. C'est comme, enfin, pour toi, tu disais, c'est la manière de me réaliser. Bah ouais, c'est la manière de te réaliser. En fait, c'est ça, c'est de te donner dans le sport, de te challenger, de te mettre des défis toujours plus dingues. Et je pense que d'une certaine manière, bah, ce que certaines personnes peuvent chercher, tu vois, dans la fête et tu vois, peut-être un peu dans l'excès à la limite, L'excès, ouais, nos limites. voilà, Ouais. c'est quelque chose que tu vas retrouver aussi un peu. Souvent, tu vas retrouver un peu les mêmes personnes dans le sport. Ouais, Et donc, c'est moi pas j'aime rare bien d'avoir avec des gens qui ont fait des Steve switches Jobs. comme ça. Hein. Steve Jobs, on va pas parler de sport, mais c'est un mec qui, avant d'être l'homme que tout le monde connaît, enfin inconnu en tout cas dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a changé les codes, qui a été très extrémiste dans sa façon d'amener l'entrepreneuriat, mais voilà, avec l'iPhone et compagnie. Mais avant de trouver ce no-limit entrepreneurial et de changer le monde, ou de bah, lui, son truc, c'était les drogues et compagnie, quoi. Donc c'était une forme de chercher à se détruire, mais pour aller chercher vraiment des limites. Et lui, il voulait s'élever, quoi, en fait. Donc, c'est vrai, quand tu fumes, quand tu drogues, etc., bah, c'est une façon de t'élever un petit peu parce que tu es dans un état second, quoi. Il y a d'autres façons de se mettre dans des états seconds. Bah, c'est d'aller faire du dépassement de soi. Ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans le sport. On va sécréter des hormones, etc., qui vont nous amener vraiment un état bah, de dépassement, voilà, qu'on n'a pas autrement que dans le sport. Et effectivement, le triathlon permet de nous sécréter ces hormones un peu plus que dans d'autres sports, comme l'ultra trail ou autre. Et ça, c'est compliqué de le trouver dans la vie de tous les jours. Fabien Gillot, qui a été champion olympique, etc., le dit très bien, de natation, dit les amis sportifs, quand vous arrêtez votre carrière sportive, faites une croix sur l'aspect ultra grisant de votre vie que vous avez eu, vous ne l'aurez jamais plus. Il n'y a rien qui vous apportera autant d'émotions, autant de ferveur, autant de cet état de grâce que vous avez connu dans le sport, dans la vie de demain. Même si vous êtes marié, vous avez des enfants, etc., c'est absolument génial. Mais l'état émotionnel, les hormones que vous avez sécrétées quand vous faisiez du sport, vous ne retrouverez pas ça dans la vie de tous les jours. Mais faut se le dire, quoi. Une fois que tu le sais, bon, bah après, tu vas trouver du plaisir, autant de plaisir dans d'autres choses. Mais tu sais que voilà, faut pas en attendre de trop non plus. Sinon, là, l'excès, à un moment donné, il y a des limites aussi, quoi. Ouais, et c'est vrai que potentiellement, on peut peut-être retrouver le truc dans l'autre sens aussi, tu vois. Des Mhm. athlètes, enfin, il y en a eu plusieurs, hein, il y en a eu pas mal, tu vois, des athlètes parfois de haut niveau qui, en fait, suite à une blessure ou autre, ou fin de carrière, et en fait, ils sont tombés dans l'alcoolisme, la drogue, enfin, tu vois, il y en a eu quelques-uns, tu vois, que ce soit des cyclistes, je sais pas, des joueurs de basket, enfin, voilà, il y en a quelques-uns aussi. Ok. C'était quoi tes entraînements les plus fous en préparant l'enduroman? Ah, bonne question. Tiens, entraînement le plus fou. Alors, je pense plus à des. Ah, Lionel. Moi, bah si, ce qui était quand même assez déstabilisant, c'était de courir en plein hiver pendant. Alors, le but n'étant pas de souffrir, mais d'accepter les informations en plein hiver, de courir en short t-shirt pendant 4 heures. Voilà. Ça, je trouvais ça complètement absurde. Je voyais pas l'intérêt, mais mon préparateur mental m'a dit, bah si, tu fais 4 heures, tu cours. Et ouais, bon, je peux mettre au moins des écouteurs dans l'oreille pour de la musique? Non, interdit. Je veux que tu te connectes avec tes sensations et que tu dépasses le seuil de tolérance par rapport à la douleur. Alors moi, la douleur, c'était dans les doigts, j'avais les doigts gelés. Et je voyais pas l'intérêt. Sauf qu'en fait, courir au bout de 2 heures, en short t-shirt, pareil, c'était en température négative. J'avais juste un bonnet quand même pour protéger mon crâne. Et ben en fait, c'est un état à un moment donné où le corps accepte cette information, cette douleur, ce n'est qu'une information. Et après, ben en fait, l'organisme, en fait, il se remet un aspect défensif. En fait, il y a du sang qui circule et les mains, à nos seul coup, sont chaudes. Donc en fait, ça, c'était un entraînement qui était pour moi dépassé un petit peu l'entendement, m'apportait aucun plaisir. Mais une fois passé ce stade-là, et ben en fait, à la fin de l'entraînement,
Waouh, c'est incroyable ce que j'ai ressenti, ces doigts chauds, etc. J'avais même pas envie de prendre une douche chaude. Ouais, ça c'était un entraînement qui était un peu déconcertant pour moi, mais voilà, en finalité, comme on dit souvent, sortir de sa zone de confort, bah, c'est là que ton corps va aussi s'adapter et après va retrouver des nouvelles ressources pour pouvoir bah, s'approprier cet environnement et finalement bah, faire en sorte que l'information mentale que tu as dans ta tête, bah, bah non, finalement ça passe bien, quoi. Moi, j'avais un autre exemple, peut-être c'est pas moi, c'est Lionel Jourdan quand il a préparé l'enduroman. C'était vraiment sur des protocoles de préparation, triathlon, etc. Je lui avais dit, écoute Lionel, moi dans ta préparation, je veux absolument que tu fasses un raid. Un quoi? Un raid? Oui, un raid avec une équipe, etc. Tu pars pendant plusieurs jours et tu vas faire un raid. Mais ça n'a rien à voir, l'entraînement. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est que tu apprennes sur ton mental, ta capacité à accepter d'aller moins vite, parce que tu as des gens qui ont moins vite dans l'équipe. Ta capacité à relativiser quand tu as des personnes qui prennent une décision qui n'est pas la bonne, alors que toi, tu sais que c'est la bonne. Parce que si tu fais tout pour toi, bah, en fait, tu vas te retrouver tout seul. Or, sur l'enduroman, à un moment donné, tu as des éléments extérieurs, ça peut être le staff, ça peut être la météo, etc. Et ben, il va falloir que tu fasses avec. Donc, si tu es psychorigide dans ton mode de fonctionnement, bah, ta souplesse neuronale va pas s'exécuter. Et du coup, bah, tu vas perdre une énergie incroyable et ça va être contre-productif. Donc, avoir cette capacité de travailler sur sa plasticité musculaire, articulaire, etc. Moi, ce que je te disais par rapport à l'aspect, tu vois, peau, sang, etc. Mais aussi la plasticité mentale, d'être dans des environnements où tu n'es pas habitué pour pouvoir mettre en place de l'agilité musculaire, physiologique et mentale. C'est ça. Donc en fait, c'est de te mettre dans des situations où tu vas être contrarié et de gérer ça, quoi, de gérer cette. Exactement. Et ça, Ok, c'est un peu ok. l'école de la vie, hein, parce que si tu le fais dans le sport, et ça, pour le coup, quand tu reviens d'un enduroman ou d'un Ironman, tu reviens pas tout à fait le même homme, parce qu'en fait, tu as ressenti des choses qui étaient nouvelles, et tu comprends que tu dois prendre un peu de recul par rapport à des gens qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, prendre du recul par rapport à des émotions qui sont pas toutes, des fois, pas contrôlées. Bah, en fait, tu apprends tout ça dans le sport, tu le ressens, et après, bah, tu l'intègres dans ta vie familiale, professionnelle, et c'est vrai que pour le coup, Laurence m'a dit, t'es revenu dans du roman, c'est vrai que toute la préparation, c'est pas l'épreuve en elle-même, c'est toute la préparation. T'as fait, t'as nourri et t'amènes avec une personne qui est un petit peu grandie, quoi. Alors, traduisez mes mots, mais on est un petit peu sur le dépassement de soi, au développement personnel, mettez-y ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le sport, pour le coup, est une vraie école de la vie, quoi. Au-delà du triathlon. Ouais, ouais, et puis, enfin, le moment où tu passes un cap comme ça, Mm. moi j'ai l'impression que tu gagnes quand même en maturité. Tu gagnes énormément en maturité. Que ce soit dans ta gestion de course ou même et du coup, enfin, aussi dans ta gestion, tu vois, quotidienne. Hein, mais enfin, moi, en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai fait mon premier Ironman. Mm. J'avais l'impression, bah, waouh, j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité, quoi. Tu vois, vraiment, ça a vraiment. Euh, tu vois, au-delà du fait de dire, ouais, ok, c'est cool, c'est fait, ça y est, je suis un Mm. grand maintenant, je suis un bonhomme. Euh, Mm. tu vois, au-delà de ça, je veux dire, tu as quand même un côté un peu. Tu as ce côté, bah ouais, en fait, je suis capable de le faire, je suis capable de gérer, enfin, tu vois, et surtout, je suis capable de me commit, tu vois, de m'engager sur un truc Mm. et de tenir bon jusqu'au bout, quoi. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui. Alors après, ça dépend encore. Après, bon, c'est un peu en fonction de chacun, des personnalités. Enfin, mais moi, je sais que j'ai une personnalité où j'adore faire de tout. Mm. Je suis très curieux, j'aime bien commencer plein de choses. Et parfois, du coup, bah, j'ai un peu du mal à aller au bout parce qu'en fait, boum, je vais voir autre chose, je vais avoir envie de partir, tu vois, sur encore autre chose. Et donc, en fait, le fait de me dire, bah, pendant plusieurs années, tu vois, j'ai gardé le même objectif en tête et je suis allé jusqu'au bout, bah, waouh, moi, ça m'a fait gagner Mm. en maturité de dingue, tu vois, et c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé. C'est, ah bah ouais, en fait, quand tu bosses un petit peu tous les jours pendant longtemps, ah bah, ça paye, en fait, tu vois. Ah, ça, c'est sûr. Un petit peu tous les jours pendant longtemps, ça paye toujours. Ouais. Ça, il y a une théorie là-dessus, hein. Il y a un bouquin là-dessus, ouais. Il y a un bouquin là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, The Compound Effect. C'est l'effet composé. En fait, c'est un peu la théorie des intérêts composés. C'est bah, mets un peu d'argent de côté et puis bah, tous les intérêts que tu vas toucher là-dessus, bah, tu vas les laisser dedans. Et donc, en fait, ton intérêt à chaque fois, il sera sur la somme de tout le reste.
Et en fait, c'est ça, mais adapté aux finances. Moi, je te laisse parler, et là, je te coupe pour le coup, parce que c'est vrai que les gens vont peut-être traduire un peu ce que tu as dit, mais le bouquin le plus connu, c'est l'effet cumulé, en fait. La théorie de l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des petites choses, etc., exactement ce que tu viens de dire. Alors, il y en a plusieurs des bouquins pour le coup. Oui, c'est ça. Il y en a probablement plusieurs, effectivement. Et c'est une vraie vérité. C'est une des vérités presque universelles, en fait, c'est que les gens, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, ils vont lâcher. Et parce que c'est un peu redondant. Et puis, ça demande une routine, ça demande une discipline, ça demande de la détermination. Et là, pour le coup, c'est vrai que ce sport, comme tant d'autres, et comme d'autres arts, parce qu'il n'y a pas que le sport qui peut amener à ça, il y a plein de formes d'armes qui permettent de se développer, de se dépasser. C'est cette capacité, cette faculté qu'on a tous les jours à mettre du sens dans ce qu'on fait. Parce que si t'as pas de sens, ça va être compliqué de le faire tous les jours, un petit peu. Et après, cette capacité à mettre de la discipline aussi, parce que voilà, le triathlon, 3 sports, oui, forcément, si t'es pas discipliné, à un moment donné, tu vas oublier la moitié de ton matériel, tu vas oublier ton entraînement, tu vas pas, puis c'est bon, je vais pas le faire aujourd'hui. Donc, ça demande une gestion du temps. Donc, oui, évidemment. Et ça, c'est ce qui peut faire fuir les gens. C'est un mot qu'on n'aime pas, quoi. La discipline, waouh, c'est dur. Ben non, mais la discipline, c'est juste des rituels derrière. Voilà, des rituels. Et après, c'est automatique. Et ça demande pas forcément, quand c'est automatisé, ça demande pas d'effort cérébral, ça demande pas d'effort d'énergie. Et pour le coup, cette énergie, elle est mise au service d'un projet. Et ça fonctionne, les amis. Donc, évidemment, oui, le triathlon, comme tous les entraînements dans le sport, amène à la fin une belle récompense parce que si on ne lâche rien, entre guillemets, et qu'on s'améliore, derrière, vous allez vraiment voir les choses avec des sacrés résultats, c'est une évidence. Oui. Ouais, c'est juste une question d'habitude, effectivement. Une fois que tu as mis les habitudes en place, en fait, ça devient facile. C'est une habitude. Je veux dire, tu réfléchis pas quand tu te prépares ton petit-déj. Enfin, tu vois, t'as pas besoin de réfléchir. Non, c'est une habitude, tu le fais tous les jours. Bon, tu sais comment ça marche. Voilà, si tu parviens à faire en sorte que tes entraînements, que toutes les choses qui peuvent paraître un peu difficiles deviennent des habitudes, en fait, ça coule de source. Normal. Voilà, exactement. On en parlait aussi avec c'est Jean Collinet qui en parlait, avec qui on a coécrit le livre Devenir triathlète, et il y a tout un chapitre sur la préparation mentale, et il parle beaucoup justement là-dessus, et on a aussi les témoignages de Claire Michel, qui est une athlète olympique, qui en parle aussi de l'importance de vraiment créer des habitudes en tant qu'athlète. C'est super important pour ne plus avoir à réfléchir, et juste on le fait parce que c'est normal, c'est la routine, et voilà quoi. Exactement. Et c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé ça, par exemple, avec le podcast. On a lancé un podcast avec Hermano il y a bientôt 2 ans. Et en fait, il y a des moments où tu te dis, en fait, le podcast, ça me prend du temps quand même, tu vois. On fait un épisode par semaine. Avant, on en faisait un par jour sur la première année. Ça nous prend un temps de dingue. C'est pas notre job, tu vois. Je veux dire, on fait ça un peu sur le côté. Tu dois contacter tes invités, tu dois enregistrer, tu dois faire les montages, tu dois faire la communication derrière, etc. Enfin, ça demande quand même beaucoup de temps, et il y a des moments où tu te dis, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer, etc. Et en fait, on regarde les stats, et petit à petit, je vois qu'en fait, depuis le début, tous les mois, l'audience augmente. Tous les mois, l'audience augmente. Pas lâcher. Et on aurait très bien pu, tu vois, arrêter après 6 mois, 1 an, et se dire, ouais, bon, écoute, tu vois, au début, c'est frustrant parce que tu fais un épisode, ça prend beaucoup de temps. Tu dis, il y a 50 personnes qui l'ont écouté. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu vois, pour 50 personnes, ça me prend un temps de dingue, quoi. Et puis là, en fait, maintenant, tu vois que le truc, il monte, ça monte, et ça devient exponentiel. Et donc, ce côté, tu vois, des petits efforts, un petit peu, tous les jours ou toutes les semaines, sur longtemps, en fait, c'est ça qui paye, quoi. Donc une fois que tu as trouvé ton truc, continue et lâche pas, quoi. Il faut un peu de patience aussi, parce que tu as dit 2 ans. C'est vrai que le cap des 2 ans est toujours important, quand on fait des genres de choses. 2 ans, ça commence à payer, et encore. Et puis la 3e année, là, ça se transforme vraiment. La 4e, ça devient presque une évidence. Et puis la 5e, ça roule, quoi, en fait. Et sous 5 ans, 5 ans pour faire un Ironman, ça peut se faire en 1 an, évidemment, mais au prix de beaucoup de sacrifices. Et puis, ou alors ça dépend du point de vue où on part aussi, évidemment. Et pareil dans la vie, créer une entreprise, créer un podcast, etc. Voilà, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut peut-être mettre un point d'attention quand même très, très, très fort, c'est qu'on croit que, je fais ça, j'ai décidé de faire ça, demain, ça y est, c'est fait, quoi. Non. Il faut être un peu patient aussi. Il faut rajouter un peu de patience dans ce qu'on fait, de la détermination. Et ça, des fois, on est un peu impatient. Enfin, moi, le premier, d'ailleurs, je suis très... moi, c'est pareil. Je suis un grand impatient, et voilà. Et je pense que c'est quand je parle justement, tu vois, de maturité, pour moi, c'est ça aussi, tu vois, c'est le fait
de justement gagner un peu en patience. Ouais. Voilà. Bon, écoute, épisode super intéressant. On pourrait parler encore toute la soirée. On a fait un peu de psycho. Voilà, on a parlé un petit peu de tout. C'était hyper intéressant. Je reste un petit peu sur ma fin, sur l'enduroman. On aurait pu rentrer dans plein d'anecdotes. Je suis sûr que tu en as encore tout plein. Mais on a encore des invités à venir pour l'enduroman. Donc voilà, on va revenir là-dessus encore et encore parce que ça reste une épreuve quand même assez légendaire dont on parle peut-être pas suffisamment, je pense. Tu vois, dans les médias, il n'y a pas tellement de gens qui la connaissent, cette épreuve. Donc voilà, on reviendra dessus. Bon, vous l'aurez peut-être compris, Hermano n'a pas été très présent, il a des problèmes techniques, donc voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive. Donc j'ai pris un petit peu le lead sur les questions. Mais voilà, il sera de retour pour le prochain épisode. Pour le plus grand plaisir des auditeurs. Exactement, j'espère que ces soucis de connexion seront rétablis d'ici là. En tout cas, merci à toi Armano et merci Olivier. Du coup, merci à toi Olivier pour votre accueil et j'espère qu'effectivement il y aura quelques petites idées clés ou quelques petits déclics au travers de ces échanges. Moi, je sais que les podcasts servent beaucoup à ça et moi-même j'en écoute pas mal. Donc voilà, merci en tout cas à tous les deux pour nourrir tous les triathlètes avec tous les partages, les échanges. C'est vraiment génial. Merci à vous deux. Avec grand plaisir. Pour clôturer l'épisode, j'ai encore 2 petites questions. Toi c'est vrai que je l'ai mentionné tout à l'heure et on n'est pas forcément revenu, mais donc tu as des activités de coaching et de conférencier. Toi qui es coach et conférencier, ce serait quoi ton conseil pour devenir triathlète ? De la passion, de la détermination, de la résilience quand même, parce que il n'y a pas que de la réussite. Hein. Et puis, c'est déjà pas mal, hein, avec ce triptyque-là, on est pas mal quand même. Après, ça résume assez bien, je pense, notre épisode, donc c'est plutôt pas mal. Ok, top. Cyril, tu as aussi un podcast d'ailleurs, tu es pas mal présent sur les réseaux sociaux, etc. On te retrouve où ? Champion de ma vie. Voilà, Cyril Blanchard, champion de ma vie. Moi, ce que j'aime, c'est aider les personnes à se réaliser, à trouver un petit peu leur why, comme on dit, leur pourquoi, et une fois qu'on sait pourquoi on fait les choses, qu'on a un petit peu sa singularité, qu'on l'accepte pour soi-même, après de pouvoir la révéler au grand public. Alors au travers de ce qu'on fait, nous c'est dans le sport, mais aussi d'un message. Donc j'adore écouter les gens, donc les amener à s'exprimer. Donc je suis conférencier, mais je suis surtout préparateur de conférenciers. Donc champion de ma vie, c'est ça, c'est amener les personnes à aller au bout de leurs objectifs. Donc j'ai un programme de préparation mentale qui est enregistré, qui permet aux personnes justement de suivre un protocole, une méthode, une structure qui leur permet d'atteindre leur objectif. Ça, c'est pour la partie réalisation sportive, triathlon, trail, etc. Dans ces sports qui requièrent un peu de discipline, comme on le disait. Et puis à côté, une fois qu'on a réalisé un petit peu ces objectifs, de pouvoir les partager aussi. Et pour le coup, tous autant que nous sommes, sportifs ou pas d'ailleurs, on a tous une singularité, un message à transmettre aux autres. Et ça, quand on est sportif, qu'on est sollicité, souvent on nous dit tiens, tes victoires, tes machins, etc., ou tes médailles souvent, hein, parce que d'ailleurs on va plutôt aller chercher les succès, les personnes qui ramènent des médailles. Mais moi j'aime bien aussi mettre en avant des sportifs qui sont moins connus parce que leur discipline n'est pas connue. Tu disais, en enduroman c'est pas très connu, donc justement parler de sports qu'on connaît pas tellement. Et pourquoi ? Parce que ces personnes qui sont dans ces sports-là, globalement, en général en tout cas, ont à côté la nécessité de faire d'autres choses. Et pour le coup, c'est des sources d'inspiration parce que quand on est sportif engagé dans l'olympisme ou pas, hein, d'ailleurs, dans sa discipline en tout cas, quand à côté on a une vie entrepreneuriale et une vie familiale, souvent les gens se disent mais comment il peut le faire ? Voilà, c'est ce qu'il nous révèle et qui nous partage sur le podcast Champion de ma vie. Ok, excellent. Écoute, on va écouter ça. On te retrouve champion de ma vie du coup. Un grand merci Cyril et écoute, à très bientôt. Au plaisir, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.